Voilà, bonjour à tous donc pour cette troisième Grasse Marx. Donc aujourd'hui on va continuer avec en fait deux textes que on avait prévus au départ pour la semaine, la fin de la semaine passée. Donc la célèbre préface de 1859, qui est donc la préface à un livre que Marx va sortir, parce que souvent il ne sort pas les livres, il écrit des choses très intéressantes, mais il ne les publie pas forcément. Et donc là c'est un ouvrage qui va vraiment sortir, qui est une sorte de premier jet du Capital, qui s'appelle La contribution à la critique de l'économie politique. Donc là, ici, c'est le titre de l'ouvrage. On verra que plus tard, cette idée de critique de l'économie politique, ça deviendra pour le Capital non plus le titre, mais le sous-titre du Capital. Donc cet ouvrage sort en 1859, donc on voit 8 ans avant la sortie du Capital, qui sortira lui pour la première fois en 1867. Et en quelque sorte, dans cette contribution à la critique de l'économie politique, ça devait être les deux premiers chapitres qui devaient précéder un truc, quelque chose qui ne devait être qu'un seul chapitre, qui était le chapitre du Capital. Et en fait, la rédaction de ce troisième chapitre va prendre des dimensions tout à fait autres, et ça va donner donc le Capital tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Donc cette préface est célébrissime, on le verra parce que vous verrez que c'est un résumé de deux choses. D'un côté, de la vie de Marx jusqu'en 1859. Donc de fait, dans cette séance, on en profitera pour faire un petit commentaire sur la vie de Marx. On rajoutera quelques petites dates qui se sont passées après 1859. Et l'autre aspect pour lequel c'est très connu, ce texte, c'est parce que c'est un condensé, un résumé de la méthode du matérialisme dialectique et historique. Et voilà, il se trouve qu'en fait, Marx, on a vu la dernière fois un petit extrait de méthode, mais Marx très souvent parle peu de méthode. Il a tendance à faire directement les choses, ce qui signifie que pour comprendre des fois comment il procède, il faut en quelque sorte sortir de ce qu'il est en train de nous dire pour voir un petit peu son procédé, sa méthode. Mais il ne l'expose pas lui-même directement la plupart du temps. Voilà, à quelques exceptions près. Et quand il le fait, c'est très très riche. Donc on a vu un exemple la semaine dernière avec sa méthode pour décomposer les objets, en faire donc l'analyse, hein, c'est-à-dire repérer toutes les déterminations et puis isoler abstraitement isoler chaque chose dans un objet qu'on étudie. Et ensuite, remettre ça, re-rassembler ça dans sa pensée pour avoir ce qu'il appelle lui un concret de pensée, donc qui refait l'unité de l'objet que l'on est en train d'étudier avec à l'aide de toutes ces déterminations et qui nous permet d'agir dessus. Et voilà, donc on avait vu cet exemple de méthode, on va en voir ici donc un autre un peu plus général, c'est comment est-ce que on peut analyser, comprendre finalement des sociétés et leurs mouvements. Voilà, donc on verra d'abord ce texte et un deuxième texte qui est une lettre sur Proudhon. Je le redis, on va pas tellement s'attarder, bien sûr ça sera instructif sur le personnage de Proudhon lui-même, mais ce qui nous intéressera, ça sera surtout de voir ce que, en critiquant Proudhon, ça peut enfin, ce que ça peut avoir comme conséquence sur finalement n'importe lequel d'entre nous, quoi. Voilà, quelles sont certaines erreurs à éviter et quelles sont plutôt des choses que Marx préconiserait en quelque sorte. Voilà les deux choses que l'on va faire donc aujourd'hui. Alors tout d'abord, le résumé par Bastien de la semaine précédente. Ah oui, avant le résumé, j'ai oublié. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de commander les ouvrages, enfin toute une série d'ouvrages dont Le Capital. Vous pouvez également commander la contribution à la critique de l'économie politique dont on va lire la préface aujourd'hui. Vous pouvez commander aussi l'idéologie allemande, etc. sur le site de l'IHT. Ça nous aide à nous structurer, ça finance un petit peu l'association aussi. Et puis ça fait vivre aussi l'éditeur des éditions sociales. Voilà, donc ça y est, la relation commerciale est mise en place avec eux, donc tout est OK. Simplement pour les premières livraisons, ceux qui ont déjà, il y a déjà eu pas mal de commandes, donc je remercie tous ceux qui ont déjà passé une commande. Voilà, donc on va nous envoyer les livres là en début de semaine, et donc nous on vous les retransmet dans la suite. Donc voilà, soyez pas surpris. Pour les premiers qui ont déjà payé, il va y avoir encore un petit peu de délai pour que vous les receviez, mais ça y est, maintenant c'est en route, et pour les suivants, ça va aller un peu plus vite, et voilà. Voilà, donc je le redis une dernière fois, je remercie tous ceux qui ont déjà commandé, à commander sur le site de l'IHT. Je pense que Ludo vous a remis voilà, le lien vers la librairie, donc vous pouvez déjà l'ouvrir pour y penser pour tout à l'heure, s'il y a un ouvrage parmi ceux qu'on a sélectionnés qui peut vous intéresser. Voilà, c'est parti à toi Bastien. Petit résumé de la semaine dernière. Bonjour à tous.
Alors, la semaine dernière, on a abordé les thèses sur Feuerbach et les Grundrisse ainsi que l'introduction à l'idéologie allemande. Pour les thèses sur Feuerbach, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le marxisme, qui bien souvent compris seulement comme une critique de l'économie politique, voire une autre économie politique quand c'est encore plus mal compris, tout ça, en fait, ça repose sur une théorie générale de la connaissance qui est très bien exposé dans cette thèse sur Feuerbach, et où Marx expose le caractère central de la pratique. La pratique en tant que fondement de la connaissance, mais aussi en tant que critère de vérité, on va dire. Voilà, et là, il faut bien comprendre que par la pratique, faut pas seulement entendre la pratique comme la première image qu'on en aurait, mais par exemple, la production d'un livre, c'est déjà une activité pratique. Marx lui-même disait que s'il n'avait pas produit le capital, il serait considéré comme non pratique. Donc voilà. Et par rapport à ça, faut bien comprendre qu'en fait le matérialisme dialectique et historique, c'est le résultat en gros, de l'histoire de la philosophie. Et ça en est la synthèse, puisqu'en fait la philosophie jusque-là avait, il y a deux écoles, c'était le matérialisme et l'idéalisme. La première, le matérialisme, ça s'intéresse justement au réel, mais le problème c'est que il n'y a aucune activité, c'est que c'est c'est des enchaînements mécaniques de mouvements, mais il y a seulement de la passivité. Et d'autre côté, l'idéalisme qui s'intéressait du coup au mouvement et au côté actif, mais qui le fixait dans le domaine des idées, dans l'activité de l'esprit, et du coup qui ne pouvait pas avoir de conséquences concrètes. Et du coup, le matérialisme dialectique et historique de Marx va faire une synthèse de ces deux-là et va situer le caractère actif dans la pratique, dans la pratique qui s'investit dans le monde matériel, qui permet d'obtenir une synthèse de ces deux, de l'idéalisme et du matérialisme. Voilà, donc bon, ça c'est pour les thèses sur Feuerbach, et après il y a plusieurs thèses, mais ça c'est ce qui me semble être central. Ensuite, donc dans l'introduction à l'idéologie allemande, ce qu'on a vu, ça rejoint un petit peu le premier texte qu'on a vu là, en première semaine, qui était l'Opium du peuple, qui est une critique, non plus seulement de la religion, mais de l'idéologie en général, qui inverse le réel, et qui fait que les hommes qui sont créateurs de l'idéologie deviennent soumis à l'idéologie. C'est l'image de la créature qui prend le dessus sur le créateur. Voilà. Et ensuite, alors, l'introduction au Grundrisse, donc là, c'est une première exposition, ce qui va être fait dans le Capital par la suite. C'est d'abord une critique de la vision des économistes bourgeois et de la société libérale en général, qui pose les individus au départ comme isolés, qui s'associeraient librement parce qu'ils ont intérêt à s'associer dès le départ. Et ce que Marx pose d'emblée, c'est que la production est toujours sociale et déterminée, historiquement. Du coup, quand on analyse le processus de production et qu'on parle de processus de production en général, il faut avoir conscience que c'est une abstraction, mais que cette abstraction, elle va toujours se scinder en des déterminations particulières et qui sont toujours historiques. C'est-à-dire que le processus de production en général de l'humanité, on peut distinguer plusieurs étapes qui sont par exemple l'Antiquité, la féodalité, le capitalisme, à grands traits. Et ces modes de production historiquement déterminés eux-mêmes se distinguent en plusieurs moments dans la production. Donc il y a le moment de la production, il y a le moment de la circulation et la distribution du capital et des marchandises. Et ensuite, il va y avoir le moment de la consommation. Donc dans tous ces moments, il faut avoir conscience que quand on les distingue, parfois même quand on les sépare, faut garder en tête que c'est seulement des abstractions qu'on fait, mais des abstractions utiles, qui nous permettent de fixer les choses pour bien les saisir dans de leur particularité. Mais après, il est nécessaire de comprendre que c'est une unité, que c'est une unité en fait qui se diversifie et que ces moments-là de la production sont des membres d'une totalité. C'est pour ça que Marx a parlé d'un tout organique. Un tout organique parce il y a plusieurs moments, mais dont chacun interagit avec les autres. On ne peut pas dire que seule la production influe sur tout le reste et que tout est ultra déterminé par la production et de même pour les autres moments. Par contre, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la production n'est pas le seul principe actif, mais ça n'en pas moins le premier moment. C'est tout part du processus de production et de la production de l'humanité, et qui va déterminer en retour la consommation, la circulation puis la consommation, mais qui en modifiant ces moments de la production, ces moments de la production vont eux-mêmes modifier le moment de la production. Voilà. Donc c'est à peu près tout qu'on avait. Ouais, il faut tenir des Grundrisse. Et justement, ben, voilà, ces idées-là vont être abordées aujourd'hui sur une exposition du mouvement de la production et de l'humanité dans le texte qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment pas mal, Bastien, c'est résumé. N'hésitez pas à proposer aussi, à essayer de vous proposer de préparer celui de la semaine prochaine, que un parmi vous qui continue à le faire. C'est un excellent exercice. Je pense que Bastien il confirmera que ça permet vraiment de bien
bien ancré les choses qui ont été dites. Chose très intéressante dans tout ce que tu as dit, que je souligne vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon militantisme, c'est que tu as bien rappelé que chez Marx, le matérialisme qu'il va développer, le matérialisme de Marx, c'est bien un matérialisme qui fait la synthèse entre un ancien matérialisme qui était plutôt mécaniste, mais qui avait donc ses limites, et l'idéalisme. Et donc, ça n'est pas une opposition binaire, parce que malheureusement, beaucoup du coup de militants qui, par exemple, commencent à lire les principes élémentaires de philosophie de Politzer, mais le lisent un peu trop superficiellement, finissent par dire ah ben, quelque chose qui est idéaliste, c'est caca, quelque chose qui est matérialiste, c'est bien. Alors, c'est quelque chose que Politzer lui-même réfute, hein, mais malgré tout, ça apparaît comme ça. Voilà, et donc il y a un résumé un peu binaire du truc qui n'est pas du tout ce que dit Marx et c'est pas ça le marxisme, hein. Voilà, donc Marx reconnaît les apports très nombreux des idéalistes aussi. Il reconnaît aussi, d'un autre point de vue, des limites des matérialistes, de nombreux matérialistes. Et voilà, et donc il arrive à créer une synthèse. Je rappelle par exemple cette phrase de Lénine qui résume cette chose, où il disait que l'idée est en fait le produit supérieur de la matière. Mais elle existe bien et il y a bien donc elle nous apprend bien. Enfin, voilà, la partie idéaliste nous apprend aussi beaucoup de choses en réalité, même si bien entendu elle a ses limites que dont on va voir justement ici certaines des raisons pour lesquelles il faut dépasser l'idéalisme. Alors, dans les textes qui vont venir, Bastien rappelle aussi que Lénine disait que l'œuvre de Hegel, particulièrement c'est la grande logique, était à la fois la plus idéaliste, mais aussi la plus matérialiste, bizarrement, et que il disait quelque chose du style que c'est un paradoxe, mais c'est un fait. Voilà, c'est quand il arrive à la conclusion, il dit c'est à la conclusion de la grande logique, le dernier chapitre pour être plus précis, où il dit ça. C'est dit de manière très brillante et c'est très vrai. J'examine le système de l'économie bourgeoise dans l'ordre suivant. Capital, propriété foncière, travail salarié, tout d'abord, État, commerce extérieur et marché mondial. Sous les 3 premières rubriques, j'étudie les conditions économiques de la vie des 3 grandes classes en lesquelles se scinde la société civile bourgeoise moderne. Donc là, je commente. Vous voyez bien que capital, propriété foncière, travail salarié, les 3 premières rubriques, sont donc les 3 grandes classes de la société civile bourgeoise, donc les propriétaires du capital d'un côté, les propriétaires de la terre de l'autre, et les salariés, pour terminer, donc les 3 grandes classes de cette société moderne qu'est la société civile bourgeoise. Ensuite, donc, l'ensemble des relations qui lient les 3 autres rubriques sautent aux yeux. Alors ça, c'est ce que dit Marx. Donc les trois autres, ce sont donc l'État, le commerce extérieur et le marché mondial. Alors en fait, il faut juste comprendre que État, on pourrait le traduire par nation. C'est pas l'État au sens de l'État uniquement comme, vous voyez, l'État français, ok? C'est l'État au sens d'un pays, quoi, en fait, hein. Donc en gros, là, ce qui peut-être ne vous saute pas directement aux yeux, c'est qu'en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est comment se passent les relations économiques au sein d'une nation, comment se passent les relations économiques entre nations pour le commerce extérieur. Et donc, une fois qu'on a le commerce dans la nation le commerce entre les nations, en remettant tout ça ensemble, on peut avoir une idée du marché mondial. D'accord? Donc c'est ça l'idée le truc qui est censé sauter aux yeux, c'est le commerce à l'intérieur d'une nation, commerce entre les nations, et enfin donc le tout remis ensemble, et donc le marché mondial, la chose la plus générale. Donc je continue la lecture. La première section du livre 1, qui traite du capital, se compose des chapitres suivants. Premièrement, la marchandise. Deuxièmement, l'argent ou circulation simple. Troisièmement, le capital en général. Les 2 premiers chapitres forment le contenu du présent fascicule. J'ai devant moi l'ensemble des matériaux, sous la forme de monographies, que j'ai couchés sur le papier à des périodes éloignées les unes des autres, pour y voir moi-même plus clair, non pour l'impression, et dont le travail de mise en relation au sein d'un ensemble cohérent, selon le plan indiqué, dépendra des circonstances extérieures. Donc ce premier paragraphe, en fait, nous montre que, en quelque sorte, le plan qu'avait prévu Marx à ce moment-là. Et vous voyez que ce qui va devenir donc le livre du Capital n'est donc que le premier livre, en quelque sorte, d'une série de 6, si on peut le dire comme ça, qui devait donc traiter donc, du capital en premier, de la propriété foncière de l'autre, du travail salarié, puis ensuite de l'État, donc je redis d'une nation, du commerce extérieur et du marché mondial, c'est-à-dire de l'ensemble. Jérémy, là, tu viens de nous dire que Marx a fait un livre en fait sur 6.
finalement, on a raté beaucoup de choses. Il n'y a pas d'autres auteurs qui ont, pour le coup, essayé de travailler sur ces thématiques-là bien précisément? Alors si, je vais en parler, je vais le dire, juste après. Donc alors, très récemment, on a eu, il est décédé aujourd'hui, mais Samir Amin a lui pas mal travaillé sur la question du marché mondial, d'accord? D'accord, Il a même publié donc chez Delga un petit ouvrage, bon c'est un peu pour économiste, mais ça se lit quand même, hein, vous pouvez sauter tout ce qui est équation, heu, et ça se lit quand même, ça apporte des choses à des militants qui seraient pas «économistes» entre guillemets. Donc ça s'appelle justement «La loi de la valeur, mondialisée», je crois. Vous avez bien sûr Lénine, hein, qui a évoqué ces questions-là aussi, notamment avec la célèbre brochure «L'impérialisme, stade suprême du capitalisme», qui reprend beaucoup d'idées qui ont été aussi traitées par un autre économiste qui a eu un peu moins bonne presse pour d'autres raisons, mais qui à ce moment-là est assez intéressant, qui s'appelle Boukharine, qui a écrit déjà sur ces questions-là. Donc là où on voit bien on est plus dans tout ce qui est les trois chapitres État, commerce extérieur et marché mondial, hein. Voilà. d'accord, Sur la propriété foncière, là j'ai pas d'idée, mais je sais que Lénine a parlé de ça concernant la Russie dans un ouvrage qui est pas essentiel à lire, mais qui montre une application assez correcte, assez intéressante, qui s'appelle Le développement du capitalisme en Russie. Donc là, la question de la propriété foncière est évoquée un petit peu, mais c'est dans un cadre un peu spécial qui est celui de la Russie, donc c'est pas généralisable, on va dire. Et puis sinon, voilà. Alors il se trouve que malgré tout, Marx, dans ce qu'il a publié du Capital, on a quand même des éléments, on n'a pas tout, mais on a des éléments de ce qu'aurait pu composer chacun de ces 6 traités. Voilà. Et en effet, on voit que on a que très partiellement finalement le travail que Marx avait prévu. Et c'est même peut-être pire que ça, parce que de son vivant, Marx ne va publier que le livre 1 du Capital. Les livres 2 et 3 paraîtront après la mort de Marx, alors ça sera sur la base de textes de Marx, mais qui vont être réassemblés et parfois légèrement complétés par Engels, complétés parce que il se trouve que Marx n'a pas cessé de faire des découvertes. Et donc parfois certains textes qui vont être utilisés par exemple pour le livre 3 du Capital ont été rédigés avant que Marx fasse certaines trouvailles. Et donc Engels, avec une grande rigueur quand même, va compléter justement ces petites évolutions. Et Engels marque tout, enfin on sait ce qu'Engels a ajouté à chaque fois, hein, c'est toujours précisé, c'est pas, il n'a pas transformé le texte de manière à ce qu'on soit plus capable de dire qui a écrit quoi. D'accord. Donc c'est vraiment très, très bien fait. Voilà, donc les livres 2 et 3, on le verra, paraissent quand Marx est mort. Donc en fait, de son vivant, quasiment, on a du coup peut-être un trentième seulement de ce que Marx avait envisagé ouais, pour décrire la société de son temps. Et il faut savoir qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que comme le processus de transformation de la société continue, bien sûr, ce n'est pas figé le capital, ben, il va de soi qu'il faudrait en plus reprendre, apporter, montrer les nouveaux éléments, les nouvelles modifications. Et pour cela, donc j'ai déjà parlé de Lénine, etc., ils ont pu être très précieux, mais par exemple, de manière plus récente et pour le cas français, un auteur comme Friot est très intéressant pour montrer comment les rapports sociaux en France ont évolué et comment les luttes ont transformé justement par exemple le rapport salarial pour en faire quelque chose qui est presque le contraire, enfin qui a énormément évolué par rapport à la situation que décrit Marx au XIXe siècle. Ce qui fait que le salariat, qui était véritablement vu comme un esclavage moderne, euh, peut même devenir, à plein d'égards, quelque chose de désiré aujourd'hui. On peut préférer avoir un contrat de travail parce qu'il y a tout un tas de protections qui sont ajoutées aujourd'hui, et même si elles ont été beaucoup attaquées. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées à ça, et donc ça n'a plus le même sens, le salariat aujourd'hui, que le salariat au 19e siècle. D'accord. À tel point d'ailleurs, tant que j'y suis, je continue, que aujourd'hui le salariat peut inclure, ça c'est ce qu'essaie de montrer Friot par exemple, le salariat peut tout à fait inclure aujourd'hui les retraités qui en fait bénéficient d'un salaire socialisé. Donc ils ne sont plus salariés au sens où ils ne sont plus employés. Donc c'est ça qu'ont du mal à comprendre certaines personnes des fois. Ils n'ont plus d'employeur, certes, mais ils perçoivent bien un salaire socialisé. Et donc de ce fait-là, ils font partie d'une très grande classe qui est majoritaire dans le pays,
que Friot appelle le salariat, hein, et qui regroupe les intérêts de personnes qui vont des étudiants jusqu'aux retraités. Alors que si aujourd'hui vous cherchiez à ne rassembler que la couche des salariés dans le pays, vous voyez que vous retrouvez, voilà, il faudrait avoir 100% de ces salariés pour commencer à avoir une majorité, ce qui devient donc quasi impossible. Et qui plus est, ce salariat est extrêmement, on le sait, extrêmement divisé. Voilà, donc dans ces quelques éléments pour montrer que bien entendu, les choses n'ont pas cessé d'évoluer et que si Marx avait vécu 2 siècles, eh ben, il y a des chances qu'il ait ajouté des chapitres ou qu'il en ait grandement modifié lui-même certains. Voilà. Non, c'était juste pour compléter vite fait et répondre à Younes par rapport à la question de l'État. Il y a aussi Kluskar, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, qui a fait quelques apports aussi sur la question du rôle de l'État, comment on peut le considérer en tant que marxisme, puisque il va apporter des distinctions en fait sur ce qu'on appelle l'État, l'appareil d'État, l'État républicain. Et pour y aller à grands traits, en fait, l'État, c'est le bien commun, la République, c'est nous, qui élargit notre liberté, tandis que l'appareil d'État, c'est ce qui est mis au service de l'État, en gros, et ça, le problème, c'est que c'est toujours dans les mains du gouvernement. Et donc, l'appareil d'État peut être mis au service du privé, du capital. Voilà, donc ça, c'est une distinction qu'il faut avoir en tête. Et ça, Kluskar a travaillé dessus. Voilà. Donc après, je vais mettre des articles, une interview avec Monville et une réponse à Claude Mourria où il en parle un petit peu. Mais voilà, il a réfléchi à ces questions-là aussi. Voilà, Ok. c'est juste ça. Pour terminer sur ce premier paragraphe, vu que c'est pas le plus essentiel, mais il y a quand même des choses qui nous sont utiles, vous voyez qu'il était prévu, donc en fait, le texte dont ce qu'on est en train de lire est la préface, hein, donc la contribution à la critique de l'économie politique, un texte de 1859, ne comprenait en fait que 2 chapitres, qui étaient le chapitre de la marchandise et de l'argent ou de la circulation simple, le 3e chapitre qui devait s'appeler le capital en général. Donc, vous voyez, c'est ce fameux 3e chapitre dont je vous disais que ça va devenir le grand livre du Capital, en fait. Et il se trouve que dans le Capital, du coup, dans la rédaction que va faire Marx du Capital, finalement, il va décider de réécrire les 2 premiers chapitres qui faisaient donc l'objet de la contribution à la critique de l'économie politique, notamment parce qu'il va faire, je vais parler de découverte, hein, mais il va voir quelque chose qu'il n'avait pas vu jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, il réfléchissait un peu comme les économistes, un peu comme Aristote, en distinguant uniquement la valeur d'usage, donc c'est l'utilité des choses, des objets, des produits, des marchandises, d'accord? Donc la valeur d'usage, leur aspect utile, et de l'autre côté, leur valeur d'échange, qui est en quelque sorte une sorte de valeur d'usage un peu spéciale, qui est la capacité d'un objet dans l'échange à se transformer en autre chose par le biais de l'échange. Donc par exemple, j'ai des bottes, je vais les échanger contre du blé, donc je vais pouvoir transformer, c'est ça l'idée de la valeur d'échange, une certaine quantité de bottes en une certaine quantité de blé. Et donc cette valeur d'échange, c'est cette capacité d'échanger une valeur d'usage contre une autre. Jusque-là, il se limitait à ça. Mais il va se rendre compte qu'il y a quelque chose en plus qui n'est pas visible directement, on va dire, qui n'est visible que indirectement, c'est qu'il y a autre chose, c'est quelque chose qui s'appelle la valeur tout court ou la valeur marchande, pour être plus précis. Et ça va changer beaucoup de choses quand il va se rendre compte de ça. Et donc ça va nécessiter qu'il réécrive, quand il va écrire le Capital, notamment qu'il réécrive ces 2 premiers chapitres dont on vient de parler. Voilà. Bon, ce qu'il appelle un fascicule, ça fait quand même peut-être 250 pages. Hein. Vous voyez que les proportions chez Marx peuvent vite être assez importantes, vu que donc la contribution à la critique de l'économie politique, c'est un fascicule, donc chez lui, ça fait 250 pages, et le livre 1 du Capital fera quelque chose comme 600, donc chaque fois, ça prend des proportions assez importantes. Voilà, on peut continuer. Je laisse de côté une introduction générale que j'avais ébauchée, parce qu'à y réfléchir de plus près, il me semble toujours fâcheux d'anticiper sur des résultats devant être prouvés, et le lecteur qui voudra bien me suivre devra se décider à s'élever du singulier à l'universel. Par contre, il me semble que c'est ici le lieu pour quelques indications concernant le déroulement de mes propres études d'économie politique. Quand il dit « je laisse de côté une introduction générale », en fait, ça fait référence à l'introduction de 1857, dont on a lu des extraits la semaine passée. Voilà. Donc cette fois, en 1859, oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'introduction de 1857, c'était une introduction à des travaux qui vont prendre le nom plus tard des Grundrisse.
Donc c'est des textes qui pour le coup ne sont pas publiés au départ, mais qui sont assez riches, dans lesquels il y a énormément de réflexions. Des réflexions d'ailleurs parfois donc beaucoup d'entre elles vont être reprises par Marx dans le Capital ou dans d'autres textes ultérieurs, mais certaines ne le seront pas, même si dans des courriers, dans certains cas, Marx fait référence à ses travaux, à ses recherches qu'il a déjà fait sur ces questions-là, notamment par exemple sur la question des horaires de Proudhon ou d'autres penseurs. Il va en faire une critique très précise qui ne rejette pas complètement l'idée, qui va par contre montrer les limites de la version que par exemple en propose Proudhon. Il se trouve que quand on lira, vous verrez le dernier texte de notre série préparatoire, c'est-à-dire quand on lira la critique du programme de Gotha, vous verrez que par exemple il fait référence à ces bons horaires et il dit que ça peut être utilisé de manière tout à fait positive. Voilà, donc il est très très précis dans sa critique de ces choses-là. Donc il va montrer des tas de cas où ça sert à rien et il va dire aussi qu'il y a des cas où ça peut être utile. Voilà, donc je rentre pas dans le détail parce que ça c'est un peu question on va dire de spécialiste pour le moment, mais c'est pas inintéressant. Ça rejoint certaines des réflexions de Friot aussi, si ce n'est que Friot, lui, dans ce qu'il évoque, on peut garder quelque chose qui s'appelle la monnaie, mais qui est en fait une monnaie qui est un équivalent bon horaire. Je vais pas trop je vais pas développer plus que ça, mais sachez que comme ça, c'est des questions qu'on a essayé d'étudier, etc. On évoquera souvent, avec un peu plus de détails qu'aujourd'hui d'ailleurs, les thèses de Friot pour les comparer à ce que dit Marx et voir ce qu'on peut en tirer, si ça fait référence à une nouveauté, parfois si ça mériterait d'être précisé ou si ça doit être critiqué, etc. On fera ce travail-là tout au long de notre. Mais globalement, ma conclusion, les travaux de Bernard Friot sont extrêmement, vraiment ouvrent beaucoup de portes. Hein. C'est vraiment très porteur, très intéressant globalement. Voilà. Deuxième petite chose sur ce paragraphe-là, il dit bien celui qui voudra me suivre devra s'élever du singulier à l'universel. Donc, par exemple, si on reprend les titres, les trois titres, il fallait s'élever d'un état singulier à l'échange entre les états, c'est-à-dire à cette fois à l'interaction, on va dire. Et ensuite, au-delà de l'interaction, c'est la chose globale, donc l'universel, c'est-à-dire cette fois le marché mondial. D'accord ? Donc il y a 3 étapes, il y a le singulier, l'interaction, l'universel à chaque fois. Je crois que ça fait référence à des choses liées à des... Peut-être par exemple, on retrouve aussi ça chez Hegel. Et sinon, pour le prendre différemment, vous verrez que le capital démarre par la marchandise et finit par les crises, par le marché mondial, etc. Hein, le livre 3 du Capital, vous allez arriver aux crises. On est parti de la marchandise singulière, du produit singulier, et on va progressivement rajouter tout ce qu'il y a autour et arriver à une vision globale, à une vision universelle de ce qui est en train de se passer. Ok ? Je pense que c'est bon pour ça. On peut donc passer à la vie de Marx. Ma discipline de spécialité était la jurisprudence, mais je ne m'y consacrais que comme à une discipline subalterne à côté de la philosophie et de l'histoire. Durant l'année 42-43, en tant que rédacteur de la Gazette rhénane, je me trouvais dans la première fois dans l'obligation embarrassante de dire mon mot sur ce que l'on appelle des intérêts matériels. Les délibérations de la Diète rhénane sur les vols de bois et la parcellisation de la propriété foncière, la polémique officielle que von Schapper, alors président de la province rhénane, engagea avec la Gazette rhénane sur la situation des paysans moselans, et enfin les débats sur le libre-échange et le protectionnisme, me donnèrent les premières occasions de m'occuper de questions économiques. D'autre part, à cette époque, où la bonne volonté d'aller de l'avant remplaçait très souvent la compétence, s'était fait entendre dans la Gazette rhénane un écho légèrement teinté de philosophie du socialisme et du communisme français. Je me prononçais contre cet amateurisme, mais avouais en même temps, plus ou moins explicitement, une controverse avec l'Allgemeine Augsburger Zeitung, que mes études ne me permettaient pas jusque-là de porter moi-même le moindre jugement sur le contenu de ces courants français. Je profitais bien plutôt des illusions des gérants de la Gazette rhénane qui croyaient pouvoir faire annuler, par une attitude conciliante, l'arrêt de mort prononcé contre elle pour me retirer hors de la scène publique dans mon cabinet de travail. Alors en fait, voilà, là, on va en profiter. Marx fait un petit retour sur sa vie et explique comment il en est arrivé à s'intéresser aux questions d'économie politique. Et vous verrez que justement, y compris dans sa conclusion, il rappellera que
de son travail. Son travail, pardon, est le fruit d'un très très grand travail, et c'est effectivement un travail énorme qu'il a fait. Il a quasiment tout lu ce qui pouvait s'écrire depuis l'Antiquité jusqu'à donc 1859 à ce moment-là, mais il va continuer. Tout ce qui pouvait s'écrire en économie politique, que ce soit en français, en allemand, en anglais, et y compris plus tard, il va également lire des ouvrages donc écrits par exemple en russe, quand il apprendra le russe, etc. Donc vraiment une connaissance encyclopédique extraordinaire, et vous verrez que dans tout le Capital, il fera référence à des auteurs. Donc il explique, sa discipline de spécialité, c'est la jurisprudence, c'est le droit en quelque sorte. Et au départ, il devait faire ça, mais très vite, il va s'intéresser à la philosophie et à l'histoire. Donc vous avez cette carte de l'Allemagne. Donc ça, c'est l'Allemagne en 1800, entre, voilà, comme c'est précisé, entre 1815 et 1866. La carte de l'Allemagne pendant toutes les années qui vont nous intéresser. Alors Marx naît en 1818 à Trèves. Alors Trèves, vous le voyez sur la carte, c'est sur la partie gauche. En dessous de König, il y a marqué Königreich. Donc vous descendez un petit peu et il y a une ville qui s'appelle Trier. C'est Trèves en fait. Et voilà, donc vous voyez, c'est juste à côté du Luxembourg, dans la partie bleue, Trèves est dans la partie bleue, le Luxembourg est en vert. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est juste à côté de la France, d'accord? Ça va être important parce que le père de Marx notamment est très sensible aussi à la culture française. Donc Marx a très jeune lu les auteurs français. Et la culture française est très présente chez Marx dès sa jeunesse. On rappelle que cette zone où vit Marx avait été envahie par les armées révolutionnaires et les armées napoléoniennes, et que pendant un temps, c'est le nouveau droit français qui s'est imposé et qui avait mis fin temporairement à la féodalité, au féodalisme. Et le père de Marx, d'ailleurs, à ce moment-là, qui était juif, a eu de nouveaux droits. Vous vous rappelez cette histoire, ce que je vous expliquais là, que les juifs à l'époque n'avaient pas du tout les mêmes droits. Par exemple, un juif n'avait pas le droit ni d'être artisan, ni d'être avocat, ni d'être même qu'ils ne pouvaient pas être paysans. Ils avaient tous ces droits-là, tous ces métiers-là leur étaient interdits. À l'inverse, ils avaient droit à des tâches qui étaient perçues comme sales et dégradantes, d'où le fait qu'il y a des expressions qui reprennent ça, mais qui ne reprennent pas ça pour disqualifier l'essence d'un peuple, c'est pas ça, mais pour signaler que c'est une catégorie sociale qui est chargée, c'est un peu comme les intouchables, une catégorie sociale qui est chargée de tâches que les autres considèrent comme dégradantes. Donc les tâches qui sont considérées comme dégradantes, c'est par exemple le commerce, c'est par exemple le transport. Voilà, le transport de marchandises. Ce qui est considéré comme noble, c'est de fabriquer des marchandises. Ce qui est considéré comme dégradant, sale, c'est d'aller négocier les marchandises, c'est de s'occuper juste du transport. Qui plus est, dans le transport, vous savez qu'il y a des disparitions, et donc c'est donc des voleurs, et ceci et cela et cela. Voilà un petit peu ce qui réexplique, je le rappelle, le contexte des Juifs en Allemagne à ce moment-là, qui n'a rien de... Voilà. Et donc voilà, le père de Marx, lui, a eu l'occasion, grâce à la Révolution, de quitter un peu ce statut-là. Après la défaite de Napoléon, la Prusse revient, et vous vous souvenez cette phrase de Marx qui disait qu'on a connu la Restauration sans avoir connu la liberté. Bon, en fait, cette partie de l'Allemagne a connu un petit peu la liberté quand même, mais très peu, et a très vite été restaurée. Et donc au moment de la Restauration, le père de Marx ne peut plus exercer son métier, sauf s'il se convertit au protestantisme, chose qu'il va faire. Et donc le père de Marx se convertit au protestantisme pour pouvoir rester avocat. Donc Marx est issu d'une famille qu'on qualifierait de petite bourgeoise. De petite bourgeoise. 1818, donc, Marx naît à Trèves, à côté de la frontière française, et cette influence française va être importante pour lui. Il va plus tard donc faire son lycée à Trèves. En 1835, Marx va partir à Cologne. Cologne, vous le voyez un peu plus haut sur la carte, c'est la ville de Köln, K-O-L-N, et c'est écrit juste en dessous de Königreich, d'accord? Donc c'est le long du Rhin. Et il va ici faire démarrer ses études de droit. Là, il fréquente un club de poètes, de jeunes poètes, qui, voilà, donc je le dis parce que vous allez voir que dans les écrits de Marx plus tard, il y a parfois de la poésie, il y a plein de choses, donc on va voir qu'il a une culture littéraire extrêmement riche. Voilà, donc je vous disais, donc Marx fait ses études d'abord à Bonn, puis, comme à Bonn, sa vie, il fait 2-3 bêtises, on va dire. Son père l'envoie à Berlin, donc toujours en Prusse, mais carrément de l'autre côté. Vous voyez que la Prusse est coupée en 2 grands territoires.
En fait, il y a d'autres petits îlots, mais les deux principaux, vous l'avez vu, c'est la Rhénanie, d'où vient Marx. Et donc là, Marx va partir à Berlin, donc Berlin qui est au centre de l'autre grosse tache bleue, pour ceux qui ne connaissent pas l'Allemagne et qui ne voient pas trop où ça se situe. Donc c'est écrit juste au-dessus de Preußen. Vous avez écrit Berlin, c'est là, il va se retrouver à l'université à Berlin. Donc là, on est en 1836. Marx, là, il va y suivre les cours d'un professeur de droit qui s'appelle Savigny. On en a déjà parlé un tout petit peu. Si vous vous intéressez aux articles que Marx a écrits sur les vols de bois, dont il parle un peu plus loin, si vous vous intéressez à ça, il se trouve qu'il y a plein de références justement aux théories de Savigny que Marx va combattre. Des théories sur le droit qui, en gros, donnent la prééminence à un droit naturel, ancestral. Voilà, sous prétexte qu'un droit est ancien, il serait donc plus juste. C'est pour caricaturer, simplifier un petit peu les thèses de Savigny, ça ressemble à ça. On les a déjà rencontrés quand, dans le texte de la critique de la philosophie du droit de Hegel, il y avait une phrase où il disait « un Knut chargé d'années serait du coup un Knut qui serait justifié ». C'est pas la phrase exacte, mais c'est l'idée. Et que donc Marx critique cette idée-là. Donc quand il critiquait cette idée-là, il critiquait justement les thèses de ce grand professeur de droit qui s'appelait Savigny. Grand professeur, mais professeur réactionnaire quand même, je précise. Il a également connu à Berlin un professeur de philosophie, cette fois, qui s'appelle Gantz, qui lui est plutôt progressiste et qui est un disciple de Hegel. Et c'est grâce à Gantz que Karl Marx va découvrir véritablement Hegel. Donc Marx va successivement se passionner pour Kant, puis pour Hegel, puis va passer à la critique de Hegel. Ça, c'est quelque chose que nous avait rappelé d'ailleurs Loïc, je crois, la semaine passée. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir cette sorte de cursus, on peut dire, c'est-à-dire vous découvrez Kant, vous dites waouh, c'est génial, il y a tout dans Kant, puis vous commencez à lire Hegel et là vous vous dites ah oui, j'avais pas vu ça, et donc là vous devenez hegelien. Et puis si vous allez, j'ai envie de dire, au fond des choses, normalement vous risquez de devenir marxiste parce que vous allez voir que comme le dira Marx, Hegel marche sur la tête et qu'il s'agit de le faire marcher sur ses pieds. Et voilà, donc c'est un parcours qui est assez classique, j'ai envie de dire, et qui est plutôt qui est le bon parcours. Le but, c'est d'arriver au bout quand même. Alors voilà, Gantz a été assez important pour Hegel. Ensuite, pendant qu'il fait ses études en 1837, Marx va va participer à la rédaction de drames, de romans, et même d'un opéra, qui ne seront pas publiés, mais ils sont écrits en tout cas. Et il participe à un groupe qui s'appelle le Doctor Club et qui rassemble les jeunes hegeliens. Donc c'est là qu'il va se nouer d'amitié, entre autres avec Bauer, Bruno Bauer et d'autres personnes. Voilà, et des personnes dont il se séparera plus tard. Mais c'est des gens avec lesquels il va écrire notamment des articles dans la Gazette rhénane. C'est Bruno Bauer, quand il écrit le texte sur la question juive Marx, il fait la critique à la fois positive et puis critique réelle aussi d'un texte de Bruno Bauer qui s'appelle justement sur la question juive. Pardon, qui s'appelle justement la question juive. Donc quand Marx écrit sur la question juive, c'est-à-dire il est en train d'écrire une critique du texte de Bauer qui s'appelle la question juive, etc., etc. Alors en 1838, le père de Marx meurt et finit ses études en ayant perdu son père, et il fait sa thèse en 1841. Sa thèse porte sur le titre complet, c'est « Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure ». Ceux qui sont un petit peu au courant savent que Démocrite et Épicure sont tous les deux des matérialistes, que ce qui différencie Démocrite et Épicure, c'est que chez Démocrite, c'est un ultra-déterministe, on va dire, il n'y a pas de liberté, tandis que chez Épicure, il y a quelque chose qui s'appelle le clinamen, qui est la capacité de décliner de la matière, de pouvoir, d'être déterminé, d'être largement déterminé, mais d'avoir la possibilité de changer d'un angle infinitésimal sa détermination. Et cette capacité, on va dire, de ce clinamen réintroduit en fait, en quelque sorte, la liberté. Là, je le résume, mais si vous cherchez à comprendre la différence entre les deux, vous verrez que c'est ça. Réintroduit la liberté, et il se trouve que du coup Marx va
va être assez intéressé par cette idée en quelque sorte, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le matérialisme de Marx d'ailleurs, le fait qu'il y a quand même une possibilité, tout n'est pas complètement déterminé, il y a quand même une possibilité d'action. Voilà. Pour aller très très vite, il faudrait peut-être préciser ce que je dis. Là, je donne vraiment des grandes lignes pour des gens que peut-être parmi vous, il y en a qui sont déjà beaucoup plus loin que ça. Je donne vraiment des grandes lignes pour des personnes qui n'auraient vraiment aucune connaissance de toutes ces choses-là. 1842 ensuite, en fait, Marx va commencer dès 1841 à écrire des articles pour la Gazette rhénane, et en 1842, il devient même rédacteur en chef de ce petit journal, donc la Gazette rhénane. Donc on est de retour en Rhénanie. Ce journal est fondé à Cologne, donc Köln sur la carte, et donc il a une diffusion assez locale. Et il est rédigé et destiné plutôt à des personnes, des bourgeois libéraux. Donc bourgeois à l'époque, je précise que comme on est dans un régime féodal encore en Prusse, où les propriétaires fonciers dominent, d'accord, les bourgeois peuvent être extrêmement progressistes. Ils peuvent avoir intérêt à renverser un peu comme en France, ils peuvent avoir intérêt à renverser le système féodal pour créer un système plus. En 1842, il publie donc des tas d'articles dans ce journal, dont les fameux articles sur les vols de bois. Je vous renvoie. Alors, ah oui, ça j'aurais dû le préparer à l'avance. Je vais vous partager un lien que vous pouvez consulter. C'est une conférence qu'avait donnée Mélanie Plouvier et que l'on avait donc enregistrée et diffusée. Voilà. Et vous pouvez la regarder, elle est très 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 intéressante, et vous comprendrez plein de choses. Elle est très bien faite, très facile d'accès aussi. Donc il va écrire donc ces articles sur les vols de bois, d'autres articles, et ça va mener, il y a une lutte aussi contre la censure, et ça va mener donc progressivement à des menaces, puis à l'interdiction de la Gazette rhénane, la Rheinische Zeitung en allemand, parce que vous pouvez trouver des fois la formulation en allemand. Et Marx donc va, à partir de là, va décider de se retirer, comme il dit, dans son cabinet d'études, mais son cabinet d'études, il va devoir quitter donc la Prusse. Il va, juste avant de quitter la Prusse, se marier à l'amour de sa vie, qui est Jenny von Westphalen, donc qui est une fille d'aristocrate, dont le frère d'ailleurs, le frère de Jenny, deviendra un des dirigeants du gouvernement prussien et rédigera des textes, des documents officiels pour mener la vie très très dure à Marx. Donc ça va être c'est assez particulier, mais pour le coup la famille n'aura pas été un soutien immense de ce côté-là. Voilà, que vous dire de plus? Et il rédige en 1843 donc aussi la fameuse critique du droit politique hegelien, dont nous avions lu le journal, dont il n'y a numéro, qui paraît entre décembre 1843 et janvier 1844, qui s'appelle Les Annales franco-allemandes. Voilà un petit peu résumé ces années-là, si on peut dire que j'ai résumé. Donc tu peux reprendre la lecture, parce que là on le laisse à son cabinet de travail, et donc on s'arrête, on est en 1843-44, et Marx va commencer à s'intéresser enfin, on va dire, aux questions politiques, aux questions économiques, de manière un peu plus approfondie. Donc vas-y. Le premier travail que j'entrepris pour dissiper les doutes qui m'assaillaient fut une révision critique de la philosophie du droit de Hegel, un travail dont l'introduction parut dans les Annales franco-allemandes, édité à Paris en 1844. Ma recherche aboutit au résultat suivant. Les rapports juridiques, pas plus que les formes étatiques, ne doivent être saisis par eux-mêmes, ni par ce qu'on nomme le développement général de l'esprit humain, mais trouvent au contraire leur racine les rapports matériels qui conditionnent la vie, et dont Hegel résume l'ensemble à la suite des Anglais et des Français du XVIIIe siècle sous le nom de société civile bourgeoise. Et l'anatomie de ces sociétés civiles bourgeoises doit être cherchée dans l'économie politique. Cette recherche que j'avais commencée à Paris, je la poursuivis à Bruxelles, où j'avais émigré à la suite d'un arrêt d'expulsion de M. Guizot. On fait une pause ici parce que là on va après attaquer la grosse partie la plus théorique. Voilà. Alors, premier travail qu'il fait, donc c'est révision critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est le texte dont j'ai parlé, c'est critique du droit de Hegel, tout simplement, avec l'introduction parue dans les Annales franco-allemandes, celle qu'on a lue à la première séance. Et alors il dit, voilà, ma recherche aboutit au résultat suivant. Donc là, il a déjà abouti à quelque chose. Donc les rapports juridiques, pas plus que les formes étatiques. Donc en fait, le droit est la forme que prend un État, donc monarchie, démocratie, république et autres. D'accord ? Ne doivent pas être saisis en eux-mêmes, ni par ce qu'on nomme un développement général de l'esprit humain. C'est-à-dire que
ça n'est pas juste une idée, ça ne vient pas d'une idée du fait que les gens ont pris conscience tout bêtement de ça serait mieux de faire comme ça. C'est pas comme ça que ça apparaît qu'il y a des changements dans les États ou qu'il y a des changements dans le droit. Le droit n'est pas le fruit d'une réflexion très gentille de gens qui se disent tiens, comment on écrirait un texte qui soit le plus juste possible. Il dit qu'au contraire, les racines du droit, les racines de l'État ont leur source dans ce qu'il appelle les rapports matériels, c'est-à-dire en fait dans des questions que je vais qualifier d'économiques, c'est-à-dire dans la manière dont les gens s'accaparent ou produisent ce qui fait leur existence, ce qui est nécessaire à leur existence. Et donc, pour donner un exemple, par exemple, quand il y a des propriétaires fonciers en Allemagne, et que c'est eux qui se sont retrouvés à la tête du gouvernement, ils vont rédiger un droit qui leur est favorable à eux-mêmes, qui correspond à leur point de vue, et qui va transformer les personnes qui prennent le bois mort dans les forêt qui sont devenues qu'ils ont transformées en propriété privée, alors que c'était des forêts communes jusqu'à présent. Ils vont donc transformer ces personnes qui prennent le bois mort pour se chauffer en quasi-criminels, en fait, de manière à les contraindre. Enfin, voilà. Donc en fait, ils vont déposséder cette population de ces forêts qui étaient des biens communs pour en faire des propriétés privées qui leur appartiennent, et ils vont criminaliser en plus les personnes qui continuent à ramasser le bois mort pour aller vite. Et vous voyez que ce droit-là, clairement, trouve sa seule explication non pas dans une justice quelconque, mais dans les intérêts des personnes qui les dictent. Et les personnes qui les dictent, si elles sont effectivement au pouvoir à ce moment-là, c'est justement aussi parce qu'elles disposaient de ce pouvoir économique qui peut toute leur influence. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans la Révolution française. Au moment de la Révolution française, le fameux « nous ne sommes rien, soyons tout » qui naît à ce moment-là, c'est les bourgeois qui considèrent que dans le monde, ils n'ont aucun pouvoir, aucun mot à dire quasiment, alors que c'est eux, le pays, c'est eux qui le font tourner. D'accord ? C'est eux la puissance économique du pays. Et donc ça ne peut pas pire, et ça craque, et naît française. Le même phénomène s'était déjà passé en Angleterre un siècle plus tôt. La révolution anglaise qui se fait à peu près, on va dire, en 1689, elle est achevée en tout cas. On a la même chose aussi en Amérique, où finalement c'est la bourgeoisie et les propriétaires fonciers américains qui vont se rebeller, qui font la richesse donc locale, on va dire, la puissance économique locale, et qui vont se rebeller contre un droit et un État qui est bien loin et qui ne représente pas du tout leurs intérêts. Si vous lisez attentivement la déclaration d'indépendance américaine, vous voyez bien que ça représente l'intérêt de l'homme blanc propriétaire. Et ça a été rédigé par des hommes blancs propriétaires. D'accord ? Et voilà. Et donc ce texte qui nous paraît si progressiste, en fait, je vous rappelle qu'il ne s'applique pas donc aux Noirs, qu'il ne s'applique pas aux Asiatiques, qui sont utilisés par exemple dans la construction des lignes de chemin de fer et qui sont traités comme des sous-hommes, etc., etc. Ni aux Indiens, ni aux, etc. On est d'accord. Et si vous n'êtes pas propriétaire aussi, vous n'avez pas beaucoup de protection par le biais de ce texte. Ok. Voilà donc le premier point qui me paraissait important, sur lequel il me paraissait important de nous arrêter. Comme vous pouvez le voir dans la suite de sa vie, alors juste avant qu'on attaque le truc, je fais un point très rapide sur la fin de la vie de Marx, même si, histoire qu'on ait fait la vie de Marx. Pour toute la vie de Marx, je vous renvoie dans les écrits, on a partagé un documentaire, un petit documentaire, c'est un dessin animé qui a été réalisé en Chine sous une commande du Parti communiste chinois pour le bicentenaire de la naissance de Marx, et qui est excellemment bien fait. Alors peut-être que certains trouveront pour le côté graphique, j'ai cru comprendre que vous avez peut-être des exigences un peu supérieures. Moi, ça m'a suffi largement. Mais le contenu de ce dessin animé qui est sous-titré, donc en français pour les premiers épisodes et en anglais pour les tout derniers, mais c'est parfaitement accessible, même si vous n'êtes pas excellent en anglais, ça reste tout à fait compréhensible. Voilà, donc c'est sous-titré, mais c'est excellent, vraiment toute l'histoire, toutes les citations, tout est vraiment bien fait, et ça permet vraiment de saisir la vie de Marx avec toutes ses difficultés et tout le travail qu'il a fait et les luttes auxquelles il a participé. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Donc je vous invite à le voir pour reprendre ces éléments sur la vie de Marx. Toujours est-il que donc, je retermine rapidement un résumé de la vie de Marx. Donc voilà, il est en France, notamment 1845-1846.
Il est expulsé à la demande de l'ambassadeur de Prusse, donc il est obligé de se réfugier à Bruxelles, où il rédige avec Engels l'idéologie allemande. Il rédige ensuite en 1847 Misère de la philosophie, qui est une critique de l'ouvrage de Proudhon qui s'appelle Philosophie de la misère, donc toujours avec des titres assez amusants, hein. Ils sont assez forts, lui et Engels, pour trouver des titres des fois assez originaux. Bien sûr, il y avait aussi le titre de la Sainte Famille pour se moquer de leurs anciens amis des Hegeliens de gauche, dont Bruno Bauer, vu que c'est des personnes qui sont plutôt idéalistes, plutôt moralistes, et donc ils vont se moquer d'eux en les traitant donc de Sainte Famille. Et le sous-titre est aussi connu, vu qu'en français il sonne bien, c'est Critique de la critique critique, parce que ces hegéliens de gauche s'appelaient la critique critique, et donc eux ils font une critique de la critique critique. Alors ça sonne un peu moins bien en allemand où c'est Kritik der kritischen Kritik, mais l'idée est quand même assez amusante. Ça c'était la Sainte Famille, c'est 1844 hein, que c'est publié, mais c'est pas très grave. Donc continuons. En 1848, publication du manifeste du Parti communiste. Suite à cette publication, donc il se trouve que quelques semaines après démarrent les révolutions de 1848 un peu partout en Europe. Marx et Engels en profitent pour retourner en Allemagne, où ils fondent un nouveau journal qui s'appelle la Nouvelle Gazette Rhénane. Ils vont participer donc Engels va même participer au combat, etc. Donc c'est une période très très active politiquement, journalistiquement, etc. D'ailleurs il est très intéressant de lire les articles de la Nouvelle Gazette Rhénane. Voilà, le dernier numéro, quand le journal va devoir fermer, sera imprimé à l'encre rouge. D'ailleurs, c'est un petit épisode un peu connu. Et Marx doit à nouveau quitter l'Allemagne. Il n'y reviendra d'ailleurs pas, je crois, à partir de là, et se réfugie en 1849 à Paris, qui maintenant est une république. Il a à nouveau le droit d'y séjourner, mais il y est à nouveau très vite expulsé, et donc il finit à Londres, où il se retrouve. Donc la deuxième expulsion est tout aussi dramatique que la première, hein. Ils n'ont vraiment plus rien quand ils arrivent à Londres. Et ils vont vivre donc dans de très très grandes difficultés matérielles à partir de là, ce qui va causer la mort. Marx va avoir donc plusieurs enfants, et il va en perdre plusieurs, et ils vont souffrir vraiment la misère, ils vont vivre dans une grande misère, hein. Voilà. Je passe quelques publications, mais 1850, enfin je l'ai dit quand même, 1850, il publie Les luttes de classe en France directement en français. Donc c'est un livre d'histoire immédiate sur la révolution de 1848 en France, jusqu'à son écrasement par Cavaignac en 1848, où Cavaignac va écraser les ouvriers, hein, je précise, qui ont pourtant été les héros pendant quelques mois, considérés comme les héros de la révolution de février. En 1852, il publie la suite de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III. Donc c'est le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est une année 1852 où il perd, dans ces années-là, il perd, donc je vous ai dit, Franziska, une fillette. Ils perdent aussi trois autres de leurs 7 enfants en fait entre 1850 et 1855. Donc c'est une période très très dure, hein. Pour le coup, dans le dessin animé là qu'on vous a mis en lien, vous voyez ça de manière assez forte. 1857. Donc pendant tout ce temps-là, Marx donc s'est retrouvé à Londres. À Londres, il y a un truc qui vient d'être mis sur pied, c'est la grande bibliothèque. Le nom de cette bibliothèque m'échappe, mais c'est une très grande bibliothèque à Londres qui rassemble vraiment quasiment tout ce qui a pu être écrit à l'époque. Et c'est ça qui va être le nouveau cabinet d'études de Marx, où il va passer ses journées entières à lire tout ce qui concerne l'économie politique, et bien plus même. Donc ça aboutit en 1857 aux premières ébauches du Capital, qui prennent le nom de Grundrisse. Grundrisse, c'est les fondements. Ça veut dire fondement. Donc il écrira donc les Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, donc ça veut dire les fondements de la critique de l'économie politique. Un peu plus tard, il va reprendre ce travail et publier cette fois la contribution à la critique de l'économie politique. C'est donc le texte dont on est en train d'étudier la préface. Texte qui paraîtra donc en 1859. Suite à ça, il reprend encore son travail.
et pour préparer ce qui vont être les manuscrits et plus tard le Capital. Entre-temps, en 1864, il fonde à Londres l'Association internationale des travailleurs, pareil très intéressant à étudier. Donc c'est en quelque sorte le premier parti communiste international, même si on peut dire que la Ligue des Justes est déjà un premier parti communiste en fait. La Ligue des Justes qui va d'ailleurs devenir la Ligue des communistes en 1847. La Ligue des communistes est déjà en quelque sorte un premier parti communiste, mais bon, son côté éphémère, le fait qu'elle soit essentiellement composée en réalité d'Allemands et qu'elle n'aura d'influence d'ailleurs quasi que un petit peu en Angleterre et en Allemagne, fait qu'on ne peut pas encore parler véritablement. Enfin, ce n'est pas c'est pas un parti au sens où il aura eu une grande influence. Par contre, l'Association internationale des travailleurs en 1864, ça va être assez marquant. Et vous voyez que donc cette association regroupe à la fois donc Marx et quelques marxistes, mais qui sont très minoritaires à cette époque, et des proudhoniens, des communistes, des socialistes plutôt saint-simoniens et autres. Voilà donc tout un tas de courants assez variés. Mais Marx va très très vite prendre l'ascendant dans cette association. En 1860, d'un petit texte très intéressant qui était au départ une conférence à destination des ouvriers. Donc ça s'appelle Salaire, prix et profit. C'est une sorte de premier résumé abrégé du Capital. Donc très intéressant à lire. Avec un petit bémol, c'est que vous verrez qu'à ce moment-là, il n'a toujours pas fait la distinction entre, que je vous ai évoqué tout à l'heure, il ne parle que de valeur d'échange et de valeur d'usage. Il n'a pas encore fait la distinction avec de la valeur. Il n'a pas encore ajouté ça. Mais cela dit, c'est déjà très très intéressant, et notamment intéressant pour les remarques qu'il fait sur la lutte syndicale et ses limites. Voilà. Donc texte assez court à lire et très facile à lire. Beaucoup plus facile, vous verrez, que le Capital, mais qui a aussi ses toutes petites limites. Mais ça peut être une bonne introduction. 1867, publication enfin du premier livre du Capital en Allemagne et en allemand. Je rappelle, les livres 2 et 3 ne seront publiés respectivement qu'en 1885 et 1893 pour le livre 3. Et il y a ce qu'on appelle une sorte de livre 4, parce que Marx avait ébauché l'idée de faire une sorte d'histoire de la pensée à chaque fois pour terminer, donc notamment pour faire un livre 4 sur une sorte d'histoire de la pensée et de l'économie politique. Et donc en fait, il se trouve que Kautsky a beaucoup plus tard, je crois que c'est dans les années, j'ai oublié la date, mais c'est au moins 1900, voilà, c'est après la révolution bolchevique. Hein. Kautsky, pas après, c'est juste avant la révolution bolchevique. Kautsky va publier donc ses textes et c'est simplement ça se concentre. Ces textes s'appellent les théories sur la plus-value et donc ça se concentre sur cette question de la plus-value. Et donc c'est les critiques que Marx fait des idées que développent les économistes sur la plus-value et des limites. Voilà, il fait une critique de ça. Donc c'est ça qui va prendre le nom de livre 4, mais c'est un nom qu'on donne un peu abusivement. Hein. C'est pas vraiment le livre 4, d'accord. Ça aurait pu ressembler à ça et aller beaucoup plus loin que ça, mais voilà. Bon, pour avoir une idée. Ensuite, les derniers écrits. 1871, Marx publie une série de textes qui vont être regroupés sous le titre « La guerre civile en France », qui sont des adresses, c'est-à-dire des textes, on va dire, relativement courts et précis, qu'il écrit pour le nom du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs. Elles sont très intéressantes parce que elles montrent, notamment, il précise voilà ce que c'est que la dictature du prolétariat en montrant donc ce qu'ont fait les communards français. Et, voilà, texte assez important, assez court et assez facile à lire. Je passe. Voilà, à partir de là, d'ailleurs, l'état de santé de Marx va considérablement se dégrader et ils vont aussi mettre fin dans ces années-là à l'Association internationale des travailleurs qui commençait à ne plus fonctionner de manière optimale. Voilà, l'état de santé de Marx se dégrade aussi beaucoup à partir de ces années-là. En 1875, on le consulte pour critiquer le programme de Gotha, qui est un programme qui vise à la réunification des deux partis socialistes qui existent en Allemagne, donc un qui est celui de Lassalle, auquel Marx a plutôt tendance à s'opposer, et un autre parti socialiste qui est plutôt marxiste, déjà. Et donc voilà, ces deux partis prévoient de fusionner. Il rédige donc un pré-programme. Marx rédigera donc une petite critique de ce programme que nous, on consultera. Il se trouve qu'à l'époque, elle n'a pas été diffusée parce que peut-être qu'elle était trop gênante, cette critique. Les dirigeants qui vont la recevoir donc préféreront faire la fusion, taire cette critique. Ça n'empêchera pas que
le parti qui va être créé, le SPD, très rapidement deviendra un parti marxiste et qui sera très très important dans la compréhension, la diffusion du marxisme partout. D'accord. Voilà, et donc ce texte critique du programme de Gotha, c'est le texte qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, et pour terminer, Jenny Marx, donc ils ont une histoire d'amour assez folle tous les deux, ils sont vraiment très 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 liés, mais donc Jenny Marx meurt en 1881, ce qui va accélérer la dégradation de l'état de santé de Marx lui-même. Marx va quand même, pour se soigner, faire un petit saut en Algérie, qui à l'époque est un département français, une colonie française. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas, il va s'intéresser aux Algériens. Et il va donc, ça va donner naissance à des textes d'anthropologie assez célèbres et très intéressants voilà, quand Marx découvre l'Algérie. Hein. Et il revient en 1883 où il décède en France, à Paris. Il est mort à Paris, à savoir. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Excusez-moi. Lui, il meurt à Londres. C'était mes notes qui étaient mal prises, j'ai dit une bêtise. Mes notes qui sont prises d'ailleurs de la chronologie qu'avait rédigée, je le précise, Jean Salem, hein, dont j'ai pas fait. En 1883, c'est la fille de Jenny, pardon, la fille de Marx, Jenny, qui décède et qui avait épousé un socialiste français qui s'appelle Charles Longuet, qui sera présent à la fondation du Parti communiste français, mais qui par contre prendra un parti pas très bolchevique, on va dire, qui sera plutôt un réformiste. Donc voilà, c'est pas le. Pour aller vite. Ok, donc je termine juste en disant ça. Voilà, il décède donc le 14 mars à Londres. Tant pour moi, donc m'excusez pour mon erreur, hein, il n'est pas mort à Paris. Hein, en plus, je le sais par cœur. Mais il meurt à Londres et il est enterré à Highgate, où vous pouvez aller éventuellement voir sa tombe. Mais c'est payant maintenant depuis quelques années. Avant, c'était pas payant, maintenant c'est payant. Voilà pour la vie de Marx en résumé. J'espère pas avoir été trop long sur ce point-là. On va pouvoir donc du coup continuer ce texte. Le résultat général auquel je parvins et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut être brièvement formulé ainsi. Dans la production sociale de leur vie, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires et indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un stade de développement de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement, leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production présents ou, ce qui n'en est qu'une expression juridique, les rapports de propriété, à l'intérieur desquels elles s'étaient mues jusque-là. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se changent en chaînes pour ces dernières. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Voilà, donc ce texte-là, à lire et à relire plusieurs fois parce qu'il comprend beaucoup d'idées. Il y en a qui sont faciles à comprendre dès la première lecture, d'autres qui sont un petit peu plus délicates. Donc Marx nous décrit le fait qu'il y a donc une structure base. Infrastructure, c'est un abus de langage, hein, mais on peut comprendre l'idée générale. Donc voilà, qu'il y a une base qui va conditionner. Quand on dit qu'elle va conditionner, ça ne veut pas dire qu'elle va déterminer très précisément le reste, mais elle va conditionner, ça veut dire qu'elle va limiter le champ des possibles de manière très forte. Mais dans ce champ des possibles, il peut y avoir une très grande variété. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. Il peut y avoir une grande variété. Donc cette cette structure qui va conditionner le tout, c'est la structure économique de la société. Et il a dit précédemment, on l'a vu, que l'économie, ça forme, il a utilisé une autre image, ça forme en gros le squelette du corps social, mais le corps social autour de ce squelette peut donc se développer n'importe comment, mais il peut quand même se développer d'une manière assez diverse, d'accord ? Il peut prendre une diversité de formes assez importante. Hein, ça permet de voir que dès ces textes-là, on n'a pas un ultra-déterminisme comme la caricature qui est faite dans de nombreuses présentations du marxisme pourrait le laisser penser. D'accord, il se trouve que non, Marx a toujours eu conscience de la diversité des formes qui peuvent apparaître, mais qui sont conditionnées par, comme je le dis, ces conditions économiques. Hein. Donc, sur cette base économique qui conditionne, s'élève une superstructure juridique et politique, donc un droit et un État, mais un État au sens cette fois politique de la chose, pas au sens de la nation.
au sens de la nation, comprenant tous les rapports sociaux, hein. Donc là, on va juste être sur l'aspect politique. Et au-dessus encore de ce droit et de cette politique, en quelque sorte, des formes de conscience déterminées. Donc l'idée que nos idées, en quelque sorte, dépendent de l'organisation juridique et politique de l'endroit où on vit, et qui dépend elle-même, et donc de la constitution, de la manière dont sont organisés les rapports économiques dans une société, en précisant que les rapports économiques, ça n'est pas que les échanges d'argent. Si vous prenez une société féodale, il y a bien des rapports économiques, sans forcément qu'il y ait d'échange d'argent entre le seigneur et le serf, par exemple. D'accord ? Il y a bien une structure économique assez particulière qui va conditionner donc un droit féodal et une organisation politique. Et ce droit féodal, cette organisation politique, etc., vont favoriser l'essor d'une certaine forme de conscience sociale, donc qui comprend par exemple la religion telle qu'elle avait pris forme à cette époque-là, mais qui comprend aussi tout un tas d'idées, de manières de comprendre les problèmes. Voilà, pour aller vite. Donc, ce qu'il appelle l'économie, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on produit notre vie matérielle quotidienne. D'accord ? Le mode de production de la vie matérielle. C'est ça l'économie, c'est comment on produit notre vie matérielle quotidienne, tout ce qui sert à notre existence ou à la production de nos moyens d'existence. D'accord ? Donc il y a bien un mode de production, par exemple dans une société, je le redis, amazonienne où il n'y aurait pas d'échange marchand, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie. D'accord ? L'économie, ça n'est pas que l'argent, hein. Contrairement à justement, voilà, illustration du fait que notre conscience est déterminée par la société dans laquelle on vit, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent que l'économie c'est l'argent, ça se limite à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans une société où c'est devenu central. Mais donc on voit bien que les idées qu'on a aujourd'hui sont bien déterminées par ça, par par cette base économique, cette manière dont on a aujourd'hui de produire et d'accéder de produire notre vie matérielle et d'accéder aux moyens d'existence. Voilà. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Mais le mot sur lequel j'insiste, d'accord, c'est que si vous prenez cette phrase, je la relis, le mode de production de la vie matérielle conditionne, c'est ce mot conditionne, le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Je le redis, conditionner, ça n'est pas déterminer. Conditionner, ça pose des limites. Mais dans ces limites, il peut y avoir plein de possibilités. Et il se trouve que dans beaucoup de présentations du marxisme, ce conditionne, pour une raison qui m'échappe là immédiatement, mais est transformé ou est simplifié faussement, ça détermine comme si c'était un automatisme. C'est-à-dire, en gros, mode de production, paf, automatiquement, tu as tel type de vie sociale, tel type de développement intellectuel. Et donc, en gros, parce qu'on pourrait dire précisément, automatiquement, l'idée que vous allez avoir sans Alors, c'est pas ce que dit Marx. Il dit bien le mode de production conditionne, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent, des idées qu'on ne peut plus avoir ou qui paraissent aberrantes dans ce système-là, dans ce système-là. Mais conditionne, ça sous-entend aussi qu'il y a un éventail possible et pas un seul type d'idée. Ok ? Et c'est important parce que ce genre de petits détails va donner naissance à des caricatures qui n'ont plus rien à voir avec ce que dit Marx et avec le marxisme. Ensuite, la phrase assez célèbre, celle-là très facile à comprendre. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est l'être social qui détermine leur conscience. Voilà, donc l'idée c'est l'endroit d'où on vit qui va déterminer, qui va conditionner les idées que l'on a. Et ça rejette un petit peu l'idée ça contredit un petit peu l'idéalisme déjà de Hegel, bien sûr, mais ça contredit aussi des choses du type un peu les mythes du self-made man, par exemple, des choses comme ça, où voilà, il suffit que vous ayez la volonté et puis vous allez automatiquement réussir, quoi. Voilà, c'est un petit peu le contraire de cela. Voilà, donc ça c'était la première phase de ce texte. Ensuite, normalement, on a attaqué une deuxième, on l'a déjà démarré, à un certain stade de leur développement. Donc les forces productives matérielles, donc les forces productives, c'est à la fois la population en quantité, la qualité de la population, parce que bien sûr, c'est pas la même chose une population, j'en sais rien, qui va à l'école par exemple, et une population qui ne va pas à l'école, c'est pas le même type de population. Donc la quantité de la population, la qualité de la population, ça fait partie déjà des forces productives. Mais les forces productives, c'est aussi les outils qu'on utilise. Et donc, c'est aussi les technologies, etc. Donc, toutes ces choses-là vont se développer. En se développant, elles vont rentrer en contradiction, elles vont créer ces nouvelles forces productives, vont rentrer en contradiction avec les anciens rapports de production, c'est-à-dire la manière dont on a organisé
la production, les échanges, etc. Et ces anciens rapports de production vont donc devenir intenables, cette manière de faire. Donc par exemple le féodalisme, quand les forces productives se sont développées et que la bourgeoisie est devenue, s'est développée de manière extraordinaire, eh bien la société féodale n'a plus aucun sens. L'organisation féodale n'a plus aucun sens. Et il faut la faire sauter. C'est ça qu'il est en train de dire. D'accord ? Donc les rapports de propriété féodaux n'ont plus aucun sens. Et donc, comme il dit dans la phrase qui suit, donc, ces rapports se transforment en chaînes. Et c'est à partir de là, quand il y a ces chaînes, il faut que ça saute. Et donc c'est là qu'on rentre dans une époque de révolution sociale. Et en fait, des époques de révolution sociale, il y en a eu plein. Je vous donne juste un exemple autre que celui qu'on utilise habituellement, mais c'est très intéressant. Alors par exemple, je vous invite à regarder les vidéos d'un historien qui s'appelle Dumézil. Vous regardez par exemple la vidéo qu'il a fait sur les Visigoths, d'accord ? Et il va de la Romain, où il y a une crise économique du mode de production esclavagiste des Romains. Alors lui, il n'emploie pas le terme, mais vous le retrouvez. Et où justement, eh ben, l'esclavagisme ne fonctionne plus. Et donc il faut trouver d'autres solutions pour produire, et ça va donner naissance progressivement à la féodalité avec ce qu'on appelle d'abord les foedus, qui sont donc des accords du droit, hein, justement. On donne à des peuples, donc par exemple ici des peuples germaniques, donc les peuples goths, ils doivent exploiter un territoire et fournir une quantité de blé aux cités romaines. Et dans le même temps, ils assurent eux-mêmes leur propre sécurité, etc. Et donc on a les prémices du féodalisme qui commencent à apparaître parce qu'un mode de production rentre en crise. C'était le mode de production esclavagiste, donc il rentre en crise. Et donc ça marche plus, il faut trouver autre chose. Et il se trouve que ces féodus qui sont les prémices et vont se transformer progressivement en fiefs féodaux en quelque sorte. Mais on voit qu'ils sont en train déjà de saper, de détruire tout le système qui avait fait l'Empire romain de l'intérieur. Et ça va donner lieu à une période révolutionnaire qui est en fait la fin de l'Empire romain et le passage à la société féodale. Voilà. Ok, je clôt mes commentaires. Tu peux reprendre la lecture. Avec la transformation de la base économique fondamentale, se trouvent bouleversées plus ou moins rapidement toutes les normes et superstructures. Quand on examine de tels bouleversements, il faut toujours distinguer le bouleversement matériel des conditions de production économique que l'on peut constater aussi rigoureusement que dans les sciences de la nature, des formes politiques, des formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, des formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent à terme. Alors, petite interruption là-dessus. Justement, si vous regardez cette conférence de Dumézil sur les Visigoths, vous verrez comment l'avis des Romains, par exemple, sur les Visigoths, n'arrête pas de changer en fonction de leurs intérêts matériels du moment. Un coup, c'est un peuple barbare, un coup, ils sont vachement civilisés, ces Visigoths, un coup, ils sont... etc. Et c'est très intéressant, parce que Dumézil, qui n'est pas particulièrement marxiste, hein, en fait, le met en évidence, et vous retrouvez exactement cette logique de manière vraiment très très claire. Voilà. On voit donc ces formes, la manière dont les gens prennent conscience, donc que ce soit par la religion, parce que justement il y a une lutte religieuse entre Visigoths et Romains. Je ne vais pas m'étendre dessus. Voilà, tous ces débats-là, toutes ces questions-là qu'on vient de voir, l'artistique, hein, le conflit artistique, c'est assez intéressant parce que, bon, vous savez, ça c'est vraiment pour l'anecdote, mais les cathédrales qu'on dit gothiques n'ont en fait rien du tout de gothique, parce que les cathédrales qui ont été réalisées par les Goths, ce sont les cathédrales romanes, assez bizarrement. Donc vous voyez, le style roman, c'est le style produit par les Goths, mais comme un peu plus tard, les Italiens qui sont persuadés que finalement le style goth des cathédrales, qui est donc le style roman, est leur style à eux, vont juger de manière très négative le style des cathédrales qui commence à s'inventer en France, qui va devenir le style gothique. Donc pour le dénigrer, ils vont le qualifier de gothique. Alors c'est le paradoxe, vous voyez, c'est assez marrant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, clairement, on a un exemple de comment est-ce qu'on prend conscience comment un conflit apparaît dans la manière, sous sa forme idéologique, avec tout ce que je viens de citer. Enfin voilà, ces paradoxes que je viens de vous citer correspondent exactement à ce schéma qui est en train de nous décrire Marx, et que pourtant, parfois, certains ont du mal à comprendre, alors que c'est exactement ce que l'on a sous les yeux en quasi permanence. Hein. Donc on peut continuer. Pas plus qu'on ne peut juger de ce qu'est un individu d'après l'image qu'il a de lui-même, on ne peut juger d'une telle époque de bouleversement d'après sa conscience. Il faut bien plutôt expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit existant entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir,
et jamais de nouveau rapport de production supérieur ne la remplace avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports n'aient éclos au sein même de l'ancienne société. Donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le capitalisme, apparaît, le capitalisme développe les forces productives de manière considérable, hein. Il faut bien comprendre que le capitalisme a, malgré toutes ses contradictions, été quand même progressiste, en partie, qu'il va développer considérablement les forces productives, on le voit encore de nos jours, hein, il y a encore des développements. Cependant, dans ces développements, apparaissent des choses qui sont contradictoires avec le mode de production capitaliste. Et ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont apparues qui sont contradictoires avec la propriété privée du mode de production capitaliste. Et donc en son sein se développent de nouvelles formes de nouveaux modes de production. Donc en fait, il n'y a jamais un capitalisme pur, de même qu'il n'y a jamais eu un féodalisme pur, qu'il n'y a jamais eu un mode de production esclavagiste pur. Il y a toujours une combinaison de différents modes de production qui ne cesse d'évoluer. Et donc par exemple, clairement, dans le mode de production capitaliste d'aujourd'hui, il y a déjà des dizaines de prémices de socialisme sous des tas de formes assez variées. Et contrairement aussi à un récit que l'on entend où on va dire oui, vous voyez bien que le capitalisme a triomphé, etc. Ceci, cela. Non, le capitalisme a déjà perdu plein de fois et a déjà reculé, a déjà été transformé de manière extrêmement considérable. Donc on n'est plus dans un pur capitalisme. Il y a du socialisme déjà dans les sociétés aujourd'hui, il y a même du communisme parfois. L'exemple qui est le plus facile à donner, donc je redonne, c'est celui que donne Friot, mais il n'y a pas que ce que montre Friot pour le coup. C'est celui de la sécurité sociale en France, en Allemagne, en Italie, etc. Vu qu'on a des systèmes relativement similaires, il y a des nuances, hein, mais on va dire relativement similaires. Pour le cas de la France, c'est déjà un mode de production communiste en grande partie. Pas totalement, hein, mais en grande partie, ça répond bien à la logique de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Okay, vous payez plus ou moins à proportion de vos capacités à payer, pour aller vite. C'est pas ça qui détermine si vous y avez accès ou pas. Ce qui détermine si vous y avez accès ou pas, c'est votre besoin tout court. On ne regarde pas plus que ça. Et ça fonctionne beaucoup mieux parce que grâce à ce système, contrairement à un système de marché qui ne servirait que la demande solvable, on se retrouve avec un système qui peut servir une demande beaucoup plus large et avec beaucoup plus d'efficacité qui plus est. Donc c'est vraiment un mode de production supérieur hein, qui apparaît. Même si, dans la conscience des gens aujourd'hui, comme ce qui domine, ça reste le mode de production capitaliste, cette nouveauté est en partie invisibilisée. Voilà. Tu peux continuer, je pense. L'humanité ne s'assigne donc jamais que des tâches qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que la tâche ne fait elle-même que là où sont déjà présents soit les conditions matérielles de sa résolution, soit au moins le processus de leur devenir. À grands traits, on peut désigner comme époque progressive de la formation économique de la société les modes de production asiatiques, antiques, féodales et le mode de production bourgeois moderne. Là, je t'arrête un instant ici. J'insiste sur quelque chose. Pareil, dans les caricatures qui sont faites du marxisme, on a tendance à dire que chez les marxistes, il n'y a que un mode de production asiatique, puis un mode de production antique, puis un mode de production féodal, puis un mode de production bourgeois, puis ensuite le socialisme et éventuellement le communisme. Alors, tout d'abord, j'insiste sur ce que dit Marx. Il ne dit pas qu'il n'y a que ça, et il ne dit pas qu'à chaque fois qu'on passe d'un mode de production à l'autre, c'est un mode de production qui est parfaitement étanche, et on passe d'un coup brutalement de l'un à l'autre, puis pendant qu'on est dans les rapports de production antiques, tout le reste a disparu, et c'est du tout ça. Premièrement, si vous lisez bien cette phrase, il dit « à grands traits ». J'insiste beaucoup dessus parce que vous verrez que très souvent, il y en a qui vous disent pas à grands traits, ils vous disent qu'il n'y a que ça pour les marxistes. C'est faux. Il dit à grands traits. Il dit donc que là, quand il parle de ça, c'est quelque chose de schématique, que la réalité est bien sûr beaucoup plus riche. D'accord ? Beaucoup plus riche. Et donc, quand il dit ça, c'est simplement pour simplifier. Voilà, disons vite fait qu'il n'y a que ça, qu'il y a eu ça. Mais il y a eu d'autres choses. D'accord ? Il paraît important d'insister là-dessus. Vu qu'on s'arrêtera sur ce texte, qu'on ne fera pas le suivant, on l'a vu l'heure, je me permets d'ajouter quelque chose. Par exemple, peut-être certains parmi vous ont entendu parler d'un texte d'un anthropologue qui s'appelle Pierre Clastre, qui s'appelle La société contre l'État. Un texte qui est souvent présenté comme montrant que Marx a eu tort. Alors que c'est absolument faux, mais c'est assez amusant. Dans ce texte, Pierre Clastre dit que justement, il y a des sociétés donc, qui peuvent s'organiser sans État et que contrairement Marx, les rapports économiques qui ont imposé l'État, enfin, voilà. Et ce Pierre Clastre, dans son propre exposé, finit par dire quand
l'État dans la société, il décrit une société d'Amérique du Sud qui n'a pas d'État, qui est contre l'État même, qui fait en sorte de s'organiser pour empêcher que le chef soit séparé de la société. Le but, c'est que la société domine le chef, tout le temps. Donc elle est organisée comme ça. Et il va dire qu'il y a quand même un moment où la population de cette société finit par se développer, un petit peu avant qu'arrivent les conquistadors, et que cette société rentre en crise, et que, à ce moment-là, va commencer à émerger un État dans cette société. Alors il est assez marrant parce que c'est exactement ce que dit Marx. Il dit que quand les forces productives, donc par exemple la population se développe, eh bien vont apparaître des nouvelles contradictions. Et c'est exactement en plus la définition, c'est comme ça que la jeunesse de l'État chez les marxistes, c'est un peu ça. C'est que quand les forces productives vont se développer, vont apparaître des contradictions dans la société, et que c'est pour gérer ces contradictions qu'un État va apparaître. Et donc ce Pierre Clastre, qui est présenté comme un anti-marxiste, parce qu'on a présenté une caricature du marxisme, en fait, dans son exposé, finit par aboutir, sans le savoir, à la même conclusion que celle que Marx avait développée pour l'apparition de l'État. Voilà. Donc je me suis permis d'ajouter cette incise parce que c'est très important. Vous verrez dans la lecture de Marx d'être assez précis finalement, de lire Marx vraiment. Et je redis de bien lire Marx parce que vous verrez que très souvent les commentaires ont tendance à simplifier ce qui est dit. Et donc, en simplifiant ce qui est dit, ils partent de l'hypothèse qu'ensuite leur simplification, c'est ce qu'a dit Marx, alors que c'est plus du tout ce qu'a dit Marx, et ils en tirent des conséquences absurdes, qui ne sont pas du tout celles que tire Marx, ou que permet de tirer la lecture précise des textes de Marx. Voilà, on va pouvoir terminer ce texte. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagoniste du processus social de production. Antagoniste non au sens d'un antagonisme individuel, mais au sens d'un antagonisme issu des conditions de vie sociale des individus. Alors là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est un antagonisme social et pas un antagonisme individuel. Ça veut dire que l'antagonisme dans le mode de production capitaliste, c'est pas entre moi et mon patron. D'accord ? Même mon patron peut être un type génial. C'est pas le problème. Ça peut être un type génial. Ça peut être un connard, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Par contre, il y a un antagonisme entre nous qui est un antagonisme social. Et ça, Marx reviendra souvent dessus, sur cette idée-là. Donc, ce n'est pas en tant qu'individu qu'on va s'opposer, c'est en tant que groupe, en tant qu'appartenant à des groupes sociaux différents. Ok ? Très important à comprendre parce que du coup, vous êtes dans vos luttes syndicales des tas de personnes qui vous diront oui, mais nous, le chef ici, il est sympa. Ok, ben c'est possible, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, on lui en veut pas à lui en tant qu'individu. Ce que l'on veut supprimer, ça va être sa place dans la société qui peut ne plus être nécessaire. Donc par exemple, le propriétaire capitaliste peut ne plus être nécessaire, on peut fonctionner différemment et de manière beaucoup plus efficace, les propriétaires capitalistes. Et c'est pas l'individu même du propriétaire capitaliste, peut-être qu'il est génial. Je sais pas, par exemple, il m'arrive de trouver très intéressant des choses. Elon Musk, d'accord, qui est le propriétaire de Tesla et de SpaceX, d'accord, je peux être très intéressé par les choses que dit Elon Musk. Ça n'empêche que ce qui va être gênant, c'est ce qu'on va peut-être attaquer, ça n'est pas sa personne, c'est sa position sociale dans les rapports sociaux. Voilà, pour aller vite, même si c'est pas l'exemple, c'est un exemple pris parmi d'autres. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce que dans ce texte-là, c'est bien dit. Continuons. Cependant, les forces productives qui se développent au sein de la société civile bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles de la résolution de cet antagonisme. Avec cette formation sociale, c'est la préhistoire de la société humaine qui s'achève. Là-dessus, très vite, phrase assez connue. Alors, vous voyez ici, c'est la préhistoire de la société humaine qui s'achève. Quand le capitalisme est dépassé, on entre dans une nouvelle phase d'histoire. Donc, jusqu'ici, on n'avait pas une société humaine unifiée. C'est pour ça qu'il dit c'est la préhistoire de la société humaine. Il dit sous le capitalisme aussi, on n'a pas encore unifié complètement la société humaine. Il y a des choses qui se sont faites. Le marché mondial, ça fait partie de ce processus d'unification de la société humaine. Il n'y a pas que ça, mais c'en est un des éléments. Et donc, en fait, jusque-là, on a eu des groupes humains séparés. On n'a pas une société humaine. On n'a pas une unité de l'humanité. C'est pour ça qu'il utilise ces termes de préhistoire. Et il y a un autre endroit où il parle de ça, et où il utilise le terme histoire. Mais si vous regardez bien, il ne dit pas histoire de la société humaine, il dit justement histoire, vous verrez qu'il complète et il n'y a pas le mot société pour le coup. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de contradiction entre ces deux moments où Marx, dans des textes célèbres, parle un coup de l'histoire de l'humanité et dans l'autre de la préhistoire de la société humaine pour désigner la même période. Okay ? Cette période-là, c'est bien une période historique bien particulière et cette période historique peut être, du point de vue de la société humaine unifiée, et cette période capitaliste, c'est donc la préhistoire, c'est le moment où va s'unifier cette société humaine. Et vous voyez qu'avec Internet, par exemple,
cette unification a pris une dimension nouvelle encore, hein, et ça continue, je veux dire, ça n'arrête pas d'aller dans ce sens-là. Engels, avec qui, depuis la parution dans les annales franco-allemandes, son esquisse géniale d'une critique des catégories économiques, entretenait par écrit un échange d'idées constant, était parvenu par une autre voie, voir sa situation des classes laborieuses en Angleterre, au même résultat que moi, et, lorsqu'il s'installa à Bruxelles au printemps 45, nous décidâmes de travailler ensemble à dégager l'opposition entre notre manière de voir et celle idéologique de la philosophie allemande. C'est-à-dire en fait de régler nos comptes avec notre ancienne conscience philosophique. La réalisation de ce dessin prit la forme d'une critique de la philosophie post-hegelienne. Le manuscrit 2, épais volume in octavo, était depuis longtemps parvenu à l'éditeur, lorsque nous apprîmes qu'un changement de circonstances n'en permettait plus l'impression. Nous abandonnâmes d'autant plus volontiers le manuscrit à la critique rongeuse des souris que nous avions atteint notre but principal, voir clair en nous-mêmes. D'accord. Parmi Alors les je dis juste, ça c'est donc l'idéologie allemande. Texte génial, mais que du coup ils ne publieront pas parce qu'il était destiné à critiquer des personnes qui en gros s'étaient auto-sabordées avant que le livre paraisse. Donc en fait c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire paraître, ça servait plus à rien. Mais ils l'ont laissé, comme ils disent avec cette littéraire, c'est génial. Ils ont laissé le manuscrit à la critique rongeuse des souris au lieu de le livrer à la critique des hommes. Et donc ils l'ont laissé vieillir dans un coin. Mais cela dit, le principal était fait, ils avaient mis en évidence leur matérialisme, qui va donc devenir le matérialisme dialectique et historique, dont Marx vient de nous donner un résumé très condensé, donc avec les limites aussi d'un résumé ultra condensé, bien sûr, mais vient de nous donner un résumé ultra condensé, là, dans les quelques lignes qu'on vient de lire. Continue. Parmi les travaux épars dans lesquels nous avons à l'époque exposé au public nos vues sur tel ou tel point, je ne mentionnerai que le manifeste du Parti communiste, rédigé en commun avec Engels, et un discours sur le libre-échange publié par moi. Les points décisifs de notre manière de voir furent esquissés pour la première fois scientifiquement, quoique de manière exclusivement polémique, dans mon écrit paru en 47 et dirigé contre Proudhon, Misère de la philosophie. Un traité rédigé en allemand sur le travail salarié, rassemblant les conférences que j'avais faites sur le sujet à l'association des travailleurs allemands de Bruxelles, vit son impression interrompue par la révolution de février et par mon départ forcé de Belgique qui en résulta. La publication de la nouvelle Gazette rhénane en 48 et 49, les événements survenus ensuite interrompirent mes études économiques. Je ne pus reprendre qu'en 50 à Londres. L'énorme matériau concernant l'histoire de l'économie politique se trouve amassé au British Museum. Le point de vue favorable qu'offre Londres pour l'observation de la société civile bourgeoise, et enfin le nouveau stade de développement dans lequel celle-ci semblait entrer avec la découverte de l'or californien et australien, me déterminèrent à tout recommencer depuis le début et à travailler à fond et d'un point de vue critique ce nouveau matériau. Je fus amené, en partie, par ces études elles-mêmes, à m'attarder plus ou moins longuement sur des disciplines apparemment très éloignées de mon propos. Mais le temps que m'était offert fut surtout réduit par la nécessité impérieuse d'une activité rémunérée. Collaboration qui dure maintenant depuis 8 ans au New York Tribune, le principal journal anglo-américain, rendit nécessaire, puisque je ne m'occupe de journalisme proprement dit qu'à titre exceptionnel, un éparpillement extraordinaire de mes études. Les articles sur les événements économiques qui marquèrent l'Angleterre et le continent formaient donc une partie si considérable de mes contributions que je fus contraint de me familiariser avec des détails pratiques sortent du domaine proprement scientifique de l'économie politique. Cette esquisse du déroulement de mes études dans le domaine de l'économie politique vise simplement à prouver que mes vues, quelle que soit par ailleurs la manière dont on les juge et leur faible concordance avec les préjugés intéressés des classes dominantes, sont le résultat de longues et consciencieuses recherches. Et à l'entrée de la science comme à l'entrée de l'enfer, s'impose cette exigence. Alors là, lis-nous la note directement. Euh, Alors je te la il lis si tu veux. il faut qu'ici soit banni tout soupçon, qu'ici la moindre lâcheté soit morte. Voilà, extrait de la Divine Comédie de Dante, que je vous invite à lire une fois que vous avez lu le Capital, de même que je vous inviterai à lire Faust une fois que vous avez lu le Capital en pensant au Capital,
et de même que je vous inviterai à lire plein des bouquins qui sont cités dans le Capital, et vous allez voir que ça donne un éclairage à ces œuvres assez génial, et vous allez, même si au départ, même si vous les aviez lus sans ça, vous les auriez peut-être trouvées banales, bah là ça va vous les rendre beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes. Voilà, donc je termine là-dessus parce on est arrivé à la fin, hein. Donc on ne lira pas la lettre sur Proudhon, mais je vous invite à lire ce texte sur Proudhon avec cet angle que je vous ai proposé, c'est-à-dire de dire, tiens, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce que devrait faire un militant ou un scientifique qui chercherait à être marxiste, on va dire, enfin, en tout cas à dire la vérité véritablement, à être sérieux. Voilà, donc vous pouvez la lire, c'est assez intéressant comme petit courrier. Alors, pour terminer, je disais donc, il dit « mes vues, quelle que soit par ailleurs la manière dont on les juge, et leur faible concordance avec les préjugés intéressés des classes dominantes. » Hein, vous savez qu'il a déjà dit en 1848 dans le manifeste notamment que les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante, chose que l'on retrouve encore aujourd'hui. Il se trouve qu'on est anthropologiquement dressé dès le plus jeune âge à prendre le point de vue des classes dominantes. L'anthropologue, pas marxiste mais pas inintéressant parce qu'il apporte quand même des idées intéressantes, David Graeber, qui est décédé très récemment là, alors qu'il n'était pas très vieux, hein, mais il est décédé très récemment. Par exemple, dans son livre sur la bureaucratie, reprend beaucoup cette idée et montre comment, assez bizarrement, ce sont les classes dominantes qui sont très éduquées, mais qui sont incapables de prendre le point de vue des classes qu'ils dominent. Et à l'inverse, les classes dominées qui, entre guillemets, sont censées être moins éduquées, mais qui ont une éducation simplement différente en réalité, qui, elles, sont amenées dès leur plus jeune enfance, en fait, à prendre le point de vue de leur maître, à prendre le point de vue des classes qui les dominent. Et donc, assez bizarrement, les classes qui ont le plus d'empathie, bizarrement, c'est les classes dominées, qui en arrivent, par exemple, vous voyez, avec ces séries télé, ces choses comme ça, à toujours être dans le point de vue, un point de vue qui n'est pas leur quotidien à eux, mais qui est le point de vue des classes qui les dominent. Voilà. Même si ils ont par ailleurs aussi, ils peuvent aussi prendre conscience de leurs intérêts matériels pour tout un tas de raisons. Donc c'est assez intéressant ce truc-là. Donc ce qu'il dit bien, c'est que du coup, lui, le travail qu'il a réalisé va nécessairement en opposition avec les préjugés intéressés des classes dominantes de son époque. Mais ce travail, c'est pas un travail, c'est pas son opinion à lui, hein, c'est pas un truc tout, je sais pas comment dire, hein, c'est pas une opinion problème. C'est un truc auquel il a consacré, et véritablement, c'est ahurissant le travail qu'il a réalisé. Il a consacré, toute sa vie, mais ce que lui appelle de longues et de consciencieuses recherches. Et c'est le cas. Hein. Si vous voulez en être convaincu, d'ailleurs, vous vous amusez à feuilleter les fameuses théories sur la plus-value, par exemple. C'est un truc qui fait plus de 1000 pages, c'est immense. Et il a recopié les passages des économistes. Et il va critiquer, et la critique qu'il fait, c'est du détail. Ça va vraiment, voilà, on ne peut pas dire autre chose que c'est de longues et très très consciencieuses recherches qu'il a réalisées. Et donc il dit, à l'entrée de la science comme à l'entrée de l'enfer, eh ben, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut bannir le soupçon et surtout bannir la lâcheté. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu de courage. Et vous verrez, hein, quand on va lire le Capital, ça se lit très bien quand même, hein, mais il y a des passages où vous vous direz, oula, là je me demande, c'est compliqué, etc., etc. Mais il va falloir y passer et persévérer. Et vous verrez que quand on arrivera à certains chapitres, là par exemple ceux sur la grande industrie, etc., là ça y est, vous aurez passé un cap et ça va dérouler, c'est assez génial à partir de là, et vous comprenez plein de choses, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Si il y a des remarques. Bastien qui voulait prendre la parole. Voilà, c'est parti, justement, c'est ce que j'allais faire. Vous donnez la parole. Moi, je coupe le micro. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le dernier texte sur la contribution à la critique de l'économie politique. Je vous rappelle que vous pouvez, sur le site de l'IHT, faire l'acquisition des ouvrages que l'on a, ou que l'on va discuter dans la suite. Et je vous rappelle aussi toutes les conférences et les liens qu'on a mis. Pensez à les ouvrir, à vous les mettre de côté, à les regarder si vous ne les connaissez pas. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment enrichissants. Voilà, à toi la parole Sébastien, moi je coupe le micro. Je vous dis à très bientôt. Ouais, bon, du coup, c'est un petit peu décalé maintenant parce que c'était sur la partie, on va dire, d'exposition brute du martinérisme dialectique historique dans la préface. Mais non, c'était juste pour insister sur le fait que dans le texte, il y a justement une première partie jusqu'au moment où il arrive à un certain stade de leur développement, où là, on a un peu justement la lecture qui peut être mécaniste, qui est une erreur du marxisme, à croire que mécaniquement, on produit toutes ce qu'il appelle les superstructures, on va dire, idéologiques. Et en fait, à partir de ce moment-là, à un certain stade, il y a justement la dialectique qui intervient. Et on voit que justement, il n'y a pas un mouvement seulement horizontal, mais il y a aussi
des relations, non, j'ai dit mouvement vertical, je veux dire, mais aussi voilà, des relations, des interactions horizontales. Oui, quand on parle dans un des cours de la deuxième année, donc c'est surtout par rapport à ça. Et voilà. Et après, donc oui, j'y pense sur la fin, sur tout ce qui est les restats anthropologiques, je l'ai mis en message. Il y a tous les travaux de Kluskar sur justement sur ce qui fait que les choses qu'on fait au quotidien qui nous empêchent justement de penser nos intérêts de classe et qui nous dressent à accepter le mode de production capitaliste, à souscrire à l'idéologie libérale libertaire pour les 30 dernières années, avec tout ce qu'il appelle les rites initiatiques, qui vont du gin au rock, en passant par le joint, enfin voilà, par tous les trucs qui paraissent contestataires, mais qui en fait sont beaucoup plus un dressage et qui nous permettent d'entretenir le mode de production tel qu'il est. Voilà, c'est tout. Gracchus note que j'ai insisté sur le mot conditionnement et il dit oui, mais juste après, il parle de détermination. Et alors déjà, il faut bien voir que par rapport au reste de l'œuvre de Marx, on voit bien qu'il parle de conditionnement parce que dans le reste de l'œuvre, il va montrer justement la grande variété de manières dont ça se développe. Et qui plus est, donc notamment on verra dans le Capital que ça confirme bien l'importance que j'ai donnée au mot conditionnement. Et qui plus est, là je suis en train de reprendre le texte en allemand et je vais vous donner le texte en allemand avec la traduction, une autre traduction possible et vous verrez que c'est bien le conditionnement qui emporte. Hein. Voilà. Vas-y Aurélien. Juste avant Aurélien, pour rester dans le thème, parce que sinon ça va s'entrecroiser, j'imagine qu'Aurélien c'était sur un autre sujet. En fait, sur le conditionnement, je trouve ça très intéressant. Alors, tu as dit, Jérémy, la distinction que tu faisais entre conditionnement et déterminé, c'est que dans le conditionnement, ça vient poser les limites. J'essaie de paraphraser de mémoire. Ça vient poser les limites et en même temps laisser libre le développement à l'intérieur. Donc, en fait, finalement, la détermination aurait un côté un peu mécaniste. Je pense qu'on se rejoint tout à fait là-dessus. C'est hyper important de l'avoir rappelé parce que effectivement, hein, le marxisme n'est absolument pas un déterminisme et un matérialisme mécaniste. Au contraire, hein, c'est toute la critique de Feuerbach. Et sur la question du conditionnement, plus que poser des limites, je me demandais, c'est plus une hypothèse, mais après tu pourras confirmer, Jérémy, que il faut l'entendre dans le sens de être la condition de. Si on entend le conditionner comme être la condition de, moi, ça me semble répondre finalement à la problématique, parce qu'un mode de production, c'est la condition du développement de la vie matérielle réelle. Et c'est ça qui va justement, après, c'est pour ça qu'on réutilise le terme, qui va conditionner la vie matérielle. Alors effectivement, hein, c'est pas mécaniste, mais du coup, voilà, c'est une distinction que je voulais apporter. Et aussi, autre hypothèse, sur la question du déterminisme, ça c'est Loïc qui disait ça dans un de ses cours, c'est dans le deuxième année, donc c'était concernant Sartre notamment. En fait, le déterminisme dans le marxisme est très important parce que nous posons des déterminations qui vont avoir un impact sur la vie réelle, et ces déterminations, elles peuvent être très, très, très multiples. Hein. Je pense par exemple à la géographie, l'environnement, ça va être une détermination. Je pense à notre physiologie, hein, notre biologie en tant que telle, ça va être une détermination. Je pense aux lois de la nature. On ne peut pas s'envoler comme ça d'un claquement de doigts comme les oiseaux. Donc tout ça, en fait, ce sont des déterminations. Et après, évidemment, il y a des déterminations sociales, comme la classe sociale. Tout ça sont des déterminations, mais dans la conception matérialiste et marxiste, ce sont des déterminations qui sont non mécanistes. Donc il faut prendre le tout justement comme un tout organique. Et je pense qu'on peut quand même tout de même associer ces deux concepts de conditionnement et de détermination sans pour autant en exclure plus un que l'autre. Je pense qu'il est vraiment toute question de définir de quoi on parle et après on résout les contradictions. Après, si vous voulez interagir sur cette question telle que je viens de l'aborder, n'hésitez pas. Ouais, du coup, alors je fais vite, désolé encore de reparler, et après je laisse la parole à Aurélien. Justement, par rapport à ce que dit Ludovic, je vais juste compléter, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il faut parler plutôt de la distinction au sein même du déterminisme, en fait. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle les sciences de la nature, bon, qui sont en fait plus les sciences de la matière, mais on s'entendra sur les sciences de la nature. Le déterminisme qui régit le mouvement, c'est un déterminisme cause-effet. À chaque cause répond un effet, et de manière mécanique et nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. Et il y a peu de principes, on va dire, beaucoup moins de principes de contradiction qu'il peut y avoir dans le mouvement humain. Alors que justement, dans le monde humain, le déterminisme qui est à l'œuvre, c'est un déterminisme plutôt que veiller au couple signe-sens. Alors, dans signe, il faut plutôt entendre, pas forcément tout ce qui relève des pratiques humaines objectives, et donc sens, sens, ça a plusieurs fins, donc c'est comment on les perçoit, comment on les interprète, mais aussi quelle direction elle donne, quelle finalité. Dans le sens, il y a aussi cette notion de finalité. Et donc, dans le monde humain, c'est ce déterminisme-là qui intervient.
Et donc, oui, donc il y a des déterminations qui sont socialement produites, et ces déterminations, elles sont produites parce que l'humanité poursuit une certaine fin, et ces mêmes déterminations vont produire d'autres déterminations. En fait, les humains, par leur pratique, agissent sur les déterminations pour en produire d'autres, ce qui n'est pas le cas dans l'essence de la nature. En fait, quand il y a un mouvement par exemple, de gravité de la Lune autour de la Terre, ce mouvement-là ne produit pas de nouvelles déterminations. Il va toujours reproduire la même détermination. Alors que dans l'humanité, il y a un enrichissement de nouvelles déterminations et qui sont plutôt du coup sur le couple signe-sens, puisque dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle une téléologie non causale en fait. Alors, moi, du coup, bon, c'est sur autre chose, mais c'est toujours sur le même texte qu'a commenté au début Bastien. Du coup, je suis vraiment désolé. Oui. Je rajoute juste un truc parce que du coup, si on change de thème, et je clôt là-dessus. Ok, oui, non, t'inquiète. Je suis vraiment désolé parce que ça fait 2 fois. Il se trouve qu'en fait, c'est le mot en français déterminé qui a un sens particulier qu'il n'a pas en allemand. En allemand, déterminer, c'est comme définir. Ça a presque le sens de ça n'a pas le sens de conditionner, mais c'est si vous coupez le mot en français et que vous revenez un peu plus à l'étymologie, la définition ou la détermination, c'est où est-ce que ça se termine. Mais où est-ce que ça se termine, où est-ce que ça se finit, ça sous-entend que dans l'espace où ça se finit, il y a plusieurs possibilités aussi. D'accord ? Or, le sens qu'a pris le mot déterminé dans le sens français, c'est que ça enlève toute autre possibilité. Et que donc il n'y en aurait plus qu'une en quelque sorte. Mais justement, le mot en allemand n'a pas une aussi grande, il ressemble plus au mot conditionné. Donc j'insiste bien parce que ça, pour le coup, c'est une erreur de lecture très marquante en français. Ce déterminé, en français, il a un sens beaucoup plus fort que dans le cadre allemand. Voilà. Je ne sais pas si la nuance est claire. Hein, déterminé, même en français, normalement, ça devrait être où est-ce que ça se termine. Mais ça se termine à droite, ça se termine à gauche. Entre la droite et la gauche, il y a plein de possibilités. Donc ça reste ouvert. C'est pas un déterminisme absolu, comme on le disait, où il n'y a vraiment pas de liberté, pas de choix possible, où il n'y a qu'une seule il y a qu'une seule possibilité à la fois, quoi. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Tu peux continuer. Donc du coup, ouais, pour prolonger en fait ce que tu disais sur la question du capitalisme ou du féodalisme pur qui n'ont jamais existé en fait, je voulais justement prolonger sur la phrase du coup là de Marx où il écrit: une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. Je pense que cette phrase, elle est très importante et elle est souvent très mal comprise, comme tu l'as démontré tout à l'heure, mais ça marche aussi en fait dans le cas du communisme comme mouvement réel d'abolition du capitalisme, puisque effectivement, à gauche, on remarque énormément de critiques, que ce soit sur la Chine populaire aujourd'hui, mais même à l'époque, ça peut être sur l'URSS, sur Cuba, que sais-je, enfin sur tous les pays socialistes. Vous pouvez voir émerger une critique, dire oui, mais c'est pas du vrai socialisme parce que patati patata, ça correspond pas à l'idée que je me fais du socialisme. Sous-entendu, je suppose que le socialisme, c'est un cahier des charges pur à appliquer et que si la réalité ne se conforme pas à cette idée parfaite que j'ai du socialisme, ce n'est pas du socialisme. Sauf que ça serait avoir une opinion complètement idéaliste et qui fait complètement fi des bases du matérialisme historique, comme on a pu les étudier tout à l'heure, avec l'évolution des forces productives qui, au bout d'un moment, rentre en contradiction avec les rapports de production et qui, après, ouvre un conflit de classe et qui se dépasse après par une révolution, etc., etc. C'est très important de comprendre que le mouvement, donc le mouvement révolutionnaire, mais même le mouvement de la matière en général, repose sur la contradiction. Et que, de ce fait, puisque la matière est contradictoire, on ne peut pas, enfin, sous le socialisme ne disparaît pas la contradiction, puisque ça veut dire que la matière disparaît, ce qui n'a aucun sens, et donc du coup, ce qui fait que c'est normal que la révolution socialiste ne se fait pas voilà, de manière mécaniste, comme ça, tout d'un coup, voilà, hop, on aurait le socialisme, sans avoir encore des bouts, soit d'idéologie ou soit d'économie, entre guillemets, capitaliste en même temps. Parce que voilà, les choses sont plus complexes, sont plus dialectiques. Et moi, alors c'est pas juste, c'est historiquement, mais on peut imaginer en fait que quand on voit toutes ces personnes nous dire que oui, mais la Chine, ce n'est pas du vrai socialisme.
quand on pense à ces communistes, du moins entre guillemets revendiqués, autoproclamés, qui nous disent que la Chine n'est pas du vrai communisme ou du vrai socialisme, on peut imaginer, en fait, mettons, on est à la Renaissance, donc à la période, le mouvement d'abolition au niveau des modes de production, c'est l'abolition du féodalisme, où on va vers le capitalisme. C'est comme si les bourgeois allemands ou français, enfin je sais pas si l'Allemagne existe à cette époque-là, mais vous m'avez compris, les bourgeois de ces pays-là envoyaient des messages aux membres de leur classe en Italie, à Venise. Donc du coup, parce que, enfin, je sais pas si vous savez, mais Venise, en fait, à la Renaissance, c'était une république, et donc du coup, ça rentrait justement en rupture avec le féodalisme qui avait cours jusqu'alors, et parce que voilà, c'est des bourgeois qui vont commencer, par avec la République de Venise, à pouvoir développer un commerce extrêmement large, etc., et développer le capitalisme. Et donc du coup, c'est comme en fait si les bourgeois allemands ou français de l'époque disaient à ces bourgeois de la République de Venise, oui, mais la République de Venise, c'est pas du vrai capitalisme parce que, je sais pas, par exemple, il vous manque l'industrie lourde comme il y aura dans 200 ans. Enfin, dans plus de 200 ans, mais comme il y aura dans plusieurs siècles, dans la Révolution anglaise. Ça n'a aucun sens, en fait. Il n'aurait jamais pu dire quelque chose, il n'aurait jamais pu dire ça, ça n'a aucun sens. Il se posait pas la question parce qu'il se contentait de faire. Et c'est ça qui est important. Le mouvement d'abolition du féodalisme était enclenché, et le plus important, voilà, c'était de faire avenir ce capitalisme, pas de se perdre en fait dans une pureté théorique en fait qui n'a aucun sens vis-à-vis de la matière, en fait. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai essayé de faire très vite. Oui, c'est un très bon exemple. On aurait même pu ajouter, c'est comme si en plus ces bourgeois-là avaient dit du coup, il faut mettre fin à la République de Venise. Parce qu'en gros, c'est ça que rajoutent aussi aujourd'hui Oui, les voilà, gens. oui. Voilà, ils veulent, ils se joignent aux forces capitalistes c'est le paradoxe de ces positions qu'on qualifie de gauchistes, par exemple. Mais ouais, c'est un très très bon exemple que tu as donné. Enfin, moi, en tout cas, je souscris parfaitement à ce que tu as dit. Avant qu'on termine l'enregistrement, on verra si on le garde. Je ne sais pas si là on considère que c'est une fin de séance ou pas, mais j'en profite pour rappeler, comme nous l'avons déjà fait dans le salon écrit lecture capitale, que pour l'achat d'un livre, ça on l'a déjà suffisamment rappelé, mais aussi le texte que nous avons abordé aujourd'hui, nous l'étudions donc dans le pack chouette de première année, et le cours s'appelle Philosophie de combat, donc ça c'est la miniature, avec comme sous-titre matérialisme dialectique et historique. Donc c'est toujours dans la série sur le matérialisme et l'idéalisme. Donc si vous souhaitez approfondir ce texte de la préface, n'hésitez pas à vous reporter à ce cours. Et j'en profite aussi pour rajouter, pour ceux qui ne le sauraient pas non plus, nous abordons la question de la base matérielle, ou entre parenthèses infrastructure pour ceux qui connaissent, et la superstructure, ainsi que nous avons ajouté un schéma et un long commentaire pour comprendre les rapports de production, les forces productives ainsi que la révolution dans la vidéo Métapolitique en pratique, cette fois-ci dans le pack Faucon de deuxième année. On a fait un long détour pour essayer d'expliquer tout ça. Donc, les vidéos sont complémentaires, donc les voir progressivement et au fur et à mesure vous permet d'avoir une vision enrichie de ces textes. Donc voilà, je souhaitais vous en parler pour que ça soit dit pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous remercie. Super, moi aussi, donc du coup je vais déconnecter. Je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez continuer à échanger, mais voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.